Aujourd'hui, nous recevons Jacques Birolini, astrologue de longue date, à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, afin de parler de cette science remontant à l'origine de l'être humain. Les étoiles nous guident-elles sur notre parcours? Indiquent-elles ce que beaucoup appellent nos chemins de vie? Les planètes et leurs conjonctures ont-elles une réelle influence sur notre quotidien? Les thèmes astro sont-ils importants? Qu'est-ce que l'astrologie? Astrologie tropicale ou sidérale? Les horoscopes sont-ils fiables? Nous aborderons toutes ces questions afin d'en savoir plus sur cette pratique encore à l'œuvre de nos jours. Nous remonterons également à la genèse de celle-ci en tentant d'expliquer quelle a été son évolution au fil des millénaires. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une émission pas comme les autres, sur Âme des Signes, le portail quantique et holistique. Mes salutations, bonjour, bonsoir à toutes et à tous sur Âme des Signes TV, encore une nouvelle émission aujourd'hui. Bonjour Tamara, tu nous accompagnes encore une fois. Salut Rudy. On va recevoir aujourd'hui Jacques Birolini pour parler d'astrologie. Jacques, merci beaucoup d'être parmi nous. Les astres nous guident, c'est ce qu'on aimerait dire à nos enfants. Oui, alors je suis d'accord avec les enfants dès le plus jeune âge. Ouais. Alors Jacques, tu es astrologue depuis plus de 27 ans désormais. Tu as eu en parallèle une carrière d'éducateur spécialisé et de chef de service dans le médico-social. Tu pratiques une astrologie, je te cite, humaniste et spirituelle. Tu construis par ailleurs un pont entre cette activité et tes facultés médiumniques qui t'amènent avant tout et in fine à être un vecteur, en d'autres termes, un messager. Tu es l'auteur d'un ouvrage assez récent intitulé Manuel d'astrologie karmique, sur lequel on reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais on peut tout de même dire que ce livre, tu le qualifies non pas d'ouvrage technique, d'une énième encyclopédie sur l'astrologie, mais plutôt et davantage comme un outil de développement personnel, nous permettant une meilleure approche par rapport à notre thème astral et ainsi par rapport à notre incarnation. Alors Jacques, la première question que j'aurais pour toi, c'est de savoir si tu te considères en décalage avec certains de tes confrères. Tu sais, je suis Verseau, et en tant que Verseau, je ne me suis jamais inscrit dans un quelconque collectif, même si j'aime bien œuvrer pour le collectif. Le Verseau a cette particularité d'être un électron libre qui va agir pour ses frères, pour le collectif. Ce qui fait que je vais piocher ma connaissance de l'astrologie à droite, à gauche, et ensuite je l'applique, je vois ce qui marche. Pourquoi je dis astrologie spirituelle et humaniste? C'est-à-dire que moi, l'idée c'est de répondre aux gens qui viennent me consulter. Et les gens qui me consultent, ce sont des êtres sociaux avec des problématiques sociales, événements matériels, des êtres psychologiques et des êtres spirituels. Donc je vais aborder tous les sujets. Et donc je vais aller piocher à droite, à gauche, je teste dans ma pratique si ça marche ou pas. Donc je me sens pas, tu vois, en porte-à-faux avec des disciplines. Je vais aller chercher dans différentes écoles astrologiques, astrologie karmique, astrologie psychologique, astrologie traditionnelle. Tu vois, mon objectif, en fait, c'est pas d'être un astrologue, c'est d'utiliser l'astrologie pour aider mon prochain, comme je l'ai été en tant qu'éducateur. J'ai toujours ça en tête, tu vois, si je me lève le matin, c'est pour ça. C'est pas pour jouer à l'astrologue. Oui, c'est un outil parmi tant d'autres, une flèche de plus à ton carquois, mais ça reste pas à l'intégralité de ce que tu entrevois dans ta mission personnelle. Non, je peux tirer les cartes, je vais magnétiser par ailleurs, tu vois. Bon, pas dans je ne propose pas ça professionnellement, mais pour moi, je suis curieux, mais je suis un apprenti, j'apprendrai toute ma vie, donc je m'intéresse à plein de choses. Mais je propose l'outil que je maîtrise le mieux en tant que professionnel, qui est l'astrologie. D'accord. Alors Jacques, moi, ma toute première expérience avec l'astrologie date d'il y a environ 20 ans. Ma mère, que je salue et à qui j'envoie des gros bisous au passage, m'a présenté à un certain Aimé. Autant dire que j'étais tout ce qu'il y a de plus perplexe. J'avais à peine 17 ans et comme tout jeune de cet âge, l'astrologie me paraissait être fantaisiste si ce n'est complètement ridicule. J'éprouvais d'ailleurs une certaine rancœur envers ma mère qui m'accompagnait ce jour-là et j'espérais d'ailleurs mettre à défaut l'astrologue devant elle en le confrontant à une montagne d'inexactitudes et d'incohérences dans ses lectures. Bien entendu, c'est tout l'inverse qui arriva. Il a effectué un thème astral détaillé, complet, exhaustif. Avant même de commencer à expliquer celui-ci, je lui ai quand même demandé de décrire mon passé, condition sine qua non avant que je ne daigne lui concéder un quelconque crédit pour la suite de notre entrevue. Et là, ce fut le strike, encore une fois, le sans faute. Il a loupé aucune quille, si bien qu'à un moment, c'en est devenu gênant et qu'on a demandé réciproquement à ma mère de quitter la pièce dans laquelle on était. Donc, ce thème astral fut donc ma première révélation dans cette vie, en ajoutant le fait de m'être retrouvé le soir même avec une sorte d'œdème cérébral
cérébrale. Aujourd'hui, pour moi, demeure et perdure une question que je te pose à toi pour l'occasion, Jacques. Est-ce qu'il s'agissait d'une énorme dissonance cognitive? Je pense que là, tu as reconnecté à quelque chose plutôt. Oui. Alors, je sais pas si cet astrologue avait d'autres aussi compétences par ailleurs, hein. Bah, je pense que tu vois, pour moi, c'est le thème astral et le plan de vie, notre plan de vie en tant qu'âme. Donc là, à un moment donné, je pense qu'il a dû te reconnecter à quelque chose et faire que ça a été effectivement cette dissonance dont tu parles. J'étais bluffé, Oui. totalement. Même apprendre l'astrologie, c'est ce que je dis à mes élèves. Attention, ça va changer votre perception de la vie et des gens, mais de vous-même déjà. Mais moi, ça a été un choc à 25 ans. Ouais. C'était un choc intellectuel. On met du temps à l'intégrer après, hein. Mais je te comprends. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu m'intéresser à l'astrologie pour la démonter. Mais en fait, c'était vertigineux. C'était tellement évident que j'ai poursuivi. Et c'est ce que je conseille aux gens qui veulent, en tout cas, s'ils veulent démonter ou critiquer l'astrologie, c'est étudier là. Vous allez voir. Tous les grands esprits s'y sont intéressés. Et quand on a une honnêteté intellectuelle et qu'on y va vraiment et qu'on prend le temps, hein, surtout. Toi, tu as de la chance d'avoir un professionnel qui t'a servi ça sur un plateau. Mais bon, si tu vas acheter des bouquins et chercher, là, tu vas très vite voir que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Alors ça serait peut-être une autre question, mais ça fonctionne, quoi. On part souvent de cette même posture initiale de vouloir démonter le mythe, quelque part, de vouloir débunker à la pratique. On finit les trois quarts du temps sur les fesses, quoi. Sur le papier, l'astrologie, ça tient pas la route, hein, on est d'accord? Et puis il y a quelque chose de dérangeant entre la notion de destin, où le petit ego, jusqu'à ce qu'il s'y confronte, est persuadé d'être dans sa toute-puissance, dans son libre arbitre, et puis là, du jour au lendemain, on lui apprend qu'en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu inscrit dans les étoiles. Le terme est juste là, cette notion de vertige, ça nous donne un peu le vertige. Cette notion de chemin de vie, on peut aussi la ressentir comme un destin. Moi, j'ai pas aimé, hein. Quand j'avais 25 ans, que je me suis mis l'idée d'absence de libre arbitre, alors que ce n'est pas le cas, et le déterminisme, alors que ce n'est pas le cas non plus, ça m'a heurté. J'ai pas du tout apprécié. Aujourd'hui, j'ai une autre compréhension de la chose. Il y a du libre arbitre et il n'y a pas de déterminisme. Mais poser le postulat de base, ça serait ça. Et c'est ce que les gens pensent. Alors que nous sommes, comme je viens de le dire, des âmes venues jouer une expérience. Et déjà, rien qu'en venant s'incarner, il y a le libre arbitre. Pour moi, on a choisi un parcours. Et le libre arbitre, il est là, entre autres. Cette éventualité de suppression du libre arbitre, on va revenir dessus, c'est un des points clés. Il y a énormément de thèmes qu'on va aborder, ça va être passionnant, sachez-le. Jacques, tu es déjà passé, tu passes sur énormément de médias en parallèle. Je pense que cette émission, du moins c'est ce qu'on espère, sortira des sentiers battus et vous apportera des éléments d'information supplémentaires. Petite parenthèse que j'avais oublié en bulle et en préambule de cette émission, sur les plateformes de podcast, vous commencez à être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas, c'est la première fois que vous le demande, de mettre 4 ou 5 étoiles pour améliorer notre référencement. Ça nous permettra de nous développer et d'inviter encore plus d'invités tels que Jacques sur ces thématiques qui vous passionnent aussi également. Et oui, parce que justement, on explore cette notion un petit peu de vertige. Tout à l'heure, en intro, Rudy, tu nous évoquais cette belle invitation à transmettre aux enfants aussi de lever un petit peu la tête vers les étoiles. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu avais connu ça, Jacques, il y a une légende, je suis allée chercher loin dans ma tête, j'ai rien retrouvé, sur le net en tout cas, une légende, je crois c'est les Mayas, qui dès la naissance consultaient justement les astres pour la naissance de l'enfant et déroulaient un chant qui allait être ensuite une sorte de prophétie qui allait traduire le chemin de vie de l'enfant. Et tout au long de son parcours, cette petite âme qui va grandir va pouvoir se laisser se dérouler la prophétie. Donc on a vraiment ce rapport dans cette légende par rapport à ce qu'on disait précédemment, complètement différent entre cet ego qui veut tout prendre en main et sur cette histoire où c'est culturel, où c'est ancré dans cette science ancienne, que c'est déjà inscrit dans les étoiles et qu'on a juste à laisser dérouler le plan. Bien, en astrologie, moi j'aime beaucoup, hein, je le conseille aux parents de faire le thème de leurs enfants, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on y lit son plan de vie. Pourquoi, en tant qu'âme, je suis revenu et qu'est-ce que je suis venu travailler? Qu'est-ce que j'ai à développer? Qu'est-ce que j'ai à réparer? Ou qu'est-ce que j'ai aussi à travailler? Donc savoir qui est en face de nous en tant qu'âme, c'est-à-dire notre enfant, hein, on l'accueille dans cette vie, hein, c'est pas notre propriété, c'est pas notre continuité dans un sens propriété, etc. Non, c'est une âme qu'on accueille pour l'aider à s'élever. Donc, savoir que mon fils ou ma fille est venu pour telle ou telle raison, qu'elle a telle ou telle problématique à réparer, des fois nous échappe, des fois ça peut être en tant que parent, hein, on veut protéger nos enfants, on se dit il va être obligé de passer par telle et telle chose. Savoir qu'il est de tel signe, qu'il a telle base de caractère ou de personnalité, on va pas en faire un autre signe, hein, on va pas demander à un bélier, par exemple, de se comporter comme un poisson ou comme un taureau. Ça va nous aider à les accompagner, à les comprendre et à les encourager sur leur chemin, à dérouler leur plan de vie. Et en termes d'individus,
Est-ce que ça peut pas un petit peu l'aider? C'est ce qu'on disait juste précédemment là sur cette notion de destin. C'est-à-dire qu'on voit cette vraie invitation à se connecter à soi, c'est ce que tu dis aussi, hein. C'est avant tout un outil qui permet de se reconnaître soi, peut-être d'arrêter de lutter aussi contre certains aspects de soi, de les accueillir, de les Mmh. développer. Dans les consultations que tu peux faire au niveau de tes consultants, est-ce qu'il y a cette dualité qui est mise en place? Est-ce qu'ils viennent chercher quelque chose qui va plus les apaiser? Ah, c'est totalement ça. Tu sais, on attire à soi et moi, je dirais même mieux, avec ma croyance spirituelle, c'est qu'on m'envoie des gens à qui je peux répondre et avec qui je vais être sur la même longueur d'onde pour répondre à ces questions existentielles. Tous les gens qui viennent à moi, tous mes consultants, et il y en a beaucoup maintenant, c'est pour ces questionnements. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que j'ai à travailler et qu'est-ce que j'ai à développer? Et la plupart vont constater qu'ils sont pas à côté. Tu vois, c'est ça qui est magique, quoi. Je ne vois pas de gens à côté de leur vie. Alors, ils ont des problématiques à travailler qui peut ralentir la dynamique, qui peut faire que je vais louvoyer, je vais chercher, mais ils y vont. Tu vois, il y a la question de libre arbitre. C'est l'exemple que je donne, c'est l'étudiant qui va s'inscrire dans un cursus universitaire, droit, médecine ou ce que tu veux. Le libre arbitre, il va pas une fois il choisit son cursus. Est-ce qu'il va aller bosser? Est-ce qu'il va se rendre au cours, etc. Hein, est-ce qu'il va réviser? Est-ce qu'il va aller voilà. Et là, c'est pareil pour une âme. À quelle vitesse t'avances? À quelle vitesse tu comprends ce qui t'est demandé de travailler? C'est ça qu'on voit en consultation. Votre objectif d'âme en venant vous incarner, c'est d'accéder à telle compétence ou à tel objectif de vie. Et souvent, ça pose les choses, quoi, et ça rassure parce que bah ouais, je le sentais. C'est exactement ce que je veux, c'est exactement vers quoi je tends. Mais je pensais que j'étais à la ramasse. Les gens, je les rassure. Non, vous êtes pas, vous êtes pas déconnectés, vous êtes pas fous. C'est juste. Autre chose aussi, les gens se mettent la pression avec la mode des missions de vie. Ouais. Détendez-vous, hein. Ça peut être très simple. Il n'y a pas d'obligation. Ouais. Ah, c'est que c'est pas magique, c'est pas extraordinaire. Tu vois, j'aurais été content, effectivement, que quand j'ai pris des cours, ma prof n'était pas dans le karmique, elle a pas lu mon thème comme ça, ou d'autres astrologues, j'en avais pas consulté, qui me disent, ah ouais, toi, c'est l'astrologie, l'enseignement de l'astrologie et de passer la connaissance de l'astrologie. C'est ça mon objectif d'âme. C'est simple, mais j'ai mis du temps à y aller, hein. 47 ans pour me mettre à mon compte, hein, quand même. On est quand même bien loin de l'astrologie ou des gens qui viennent te consulter pour savoir s'ils vont rencontrer l'amour demain, s'ils vont gagner au loto, s'ils vont là, on est sur quelque chose quand même de bien plus. Je vibre pas comme ça. Ils vont pas venir vers moi. Je sais pas comment ça se fait, hein. Je le vois, de toute façon, je le vois bien même avec, quand je vais avoir d'autres professionnels où je sens pas, ça vibre pas, bah, on n'est pas, il y a quelque chose je te dis, on guide les gens vers moi. Effectivement, dans la consultation, je peux répondre à un moment donné des problématiques, comment dire, matérielles, parce que nous sommes des êtres qui vivons dans une société avec des obligations et des contrats de matériel. Donc oui, je peux dire, tiens, bah, c'est le moment de vendre votre maison, vous allez déménager, etc. Vous faites attention à tel sujet. Mais c'est pas l'intérêt de la consultation. On parle d'une incarnation quand même, tu vois. Alors justement, on va essayer de traiter tous ces clivages, hein, toutes ces images, toutes ces caricatures, tous ces archétypes, et de voir aussi dans la frise temporelle comment l'astrologie a pu évoluer, comment on a pu l'entrevoir à l'époque, comment aller aborder au jour d'aujourd'hui. Si je te dis Nostradamus. Nostradamus, tout ce qui est ces quatrains là, ces prévisions, pour moi, on n'est pas dans l'astrologie. Alors, il était astrologue, hein, et il y en avait beaucoup d'astrologues qui vivaient en faisant des almanachs, qui faisaient des prévisions. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et puis, tu avais les faveurs d'un prince ou d'un roi, et puis voilà, tu gagnais ta vie comme ça. Donc, il a pu être astrologue avec les connaissances de son temps. Et c'est là où je te dis qu'on n'est pas dans une astrologie, c'est-à-dire qu'à son époque, il faut savoir qu'il lui manquait beaucoup d'éléments. Il n'y avait que 7 planètes. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils utilisaient les 7 planètes visibles. Ça allait jusqu'à Saturne. Avant qu'on invente la lunette astronomique pour découvrir d'autres planètes. Donc ces calculs sur plusieurs centaines d'années ou millénaires n'étaient pas possibles à son époque au niveau de sa connaissance astrologique. Et puis quand j'ai lu quelques trucs où il va nous dire voilà, Jupiter va rejoindre Saturne en Lion, grande catastrophe pour le roi, etc. Mais il faut savoir que Jupiter et Saturne qui vont se retrouver déjà, c'est tous les 20 ans. Et en Lion, bah, ça va être un peu moins souvent, mais il y aura plusieurs étapes. On ne peut pas dater de quoi il parle et pourquoi cette conjonction qui n'est pas extraordinaire en soi, puisqu'on l'a tous les 20 ans, va être catastrophique pour le roi dans 200 ans, tu vois, ou 300 ans. J'ai quand même donc du coup quelques éléments. Les prédictions de Nostradamus découvertes en 1937 par monsieur de Fontbrunn, il avait mis en exergue qu'il avait quand même découvert la guerre franco-allemande, la perte de la guerre par l'Allemagne, la fin misérable d'Hitler, l'arrivée de Franco en tant que dictateur en Espagne, si bien qu'en 1940,
l'Allemagne nazie envahit la France, la police nazie de Vichy aux ordres d'Hitler va saisir le livre dans toutes les librairies de France, va aller à l'imprimerie Kesselan à Cahors dans le Lot, brûler 2000 exemplaires et faire fondre les plombs de la composition pour que le livre ne soit plus réédité. Donc c'est une preuve flagrante que ces prophéties ont dérangé le pouvoir en place. On peut hélas voir que que ça a été une règle constante au sein de l'histoire, hein. Les vrais prophètes dérangent et sont constamment censurés. Bon, pour ce qui est de Jean-Claude Tessier de Paco Rabanne, on a là l'exemple inverse, car eux, ils ont toujours pignon sur rue. Et je voulais te passer un petit extrait dès maintenant, et on se reprend juste après. L'astronomie et l'astrologie au XVIe siècle, à l'époque de Nostradamus, c'était la même chose. On disait astrologue, astronome, astrophile. À partir du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe, l'astronomie et l'astrologie se sont séparées. C'est-à-dire que les astronomes ont continué à faire de la science et les astrologues de la poudre aux yeux. Si vous traitez un astronome aujourd'hui d'astrologue, il ne va pas être flatté. Donc cette scission qu'il y a entre les deux est liée au fait que les astrologues continuent à faire de l'astrologie sans tenir compte de la réalité astronomique. Le problème est là. Et alors, vous avez tout un tas d'astrologues sur Internet qui continuent à délirer sur Nostradamus en le traitant d'astrologue, alors que il leur a donné un avertissement très clair et très net, puisqu'il écrit en latin en plus, omnesque astrologie barbari bleni proculsunto, que tous les astrologues, les sots et les barbares s'éloignent de mon œuvre et s'éloignent de moi. Il continue, c'est pas grave, ils n'ont pas écouté, ça fait rien. De toute façon, il réalise peut-être la prophétie de Nostradamus que personne ne peut plus nier. C'est qu'ils font tellement de logorées sur Internet et partout et dans les livres, il y a des milliers de livres faits par des astrologues sur Nostradamus. Plus de 1500 livres. Oui, c'est délirant. Il réalise la prophétie de Nostradamus qui est dans la lettre à son fils César, dans sa préface, où il dit à son fils: tu verras qu'on fera sur une incomparable jactance sur la façon dont j'ai trouvé le monde. Donc Jacques, dans cet extrait, c'est encore Monsieur Fontbrune qui s'exprime donc à l'antenne de Monsieur Jean-Claude Carton qui était sur IDFM mais aussi sur Radio Ici Maintenant, à qui je dis personnellement paix à son âme puisque c'était un des animateurs les plus intéressants de son époque. J'ai beaucoup écouté aussi. Ouais, c'était exceptionnel, des formats longs comme on n'en a plus au jour d'aujourd'hui, de 4, 5, 6 heures avec des intervenants tous plus enrichissants les uns que les autres. Et donc dans cette interview, on voit que Monsieur Fontbrune remet les barres sur les T et les points sur les I et parle de cette fameuse scission. Alors Nostradamus, effectivement, avait apporté énormément d'éléments prophétiques à son époque par rapport à une période de plus de 2000 ans, en tout cas, de moins 500 jusqu'à peut-être 2026. On parle de 2026. Donc, notre époque actuelle, en parallèle, il y a eu cette scission entre l'astrologie et l'astronomie. Donc, je me suis complètement trompé. Moi, au début, je pensais que l'astrologie était liée à Nostradamus, ce qui n'est pas du tout le cas. Cette scission a bel et bien eu lieu, selon toi ? Ah oui, bien sûr. Après, on va pas reprocher. Il faisait de l'astrologie, Nostradamus, puisqu'il parle bien dans des quatrains. Jupiter. Alors, il les nomme pas. Par exemple, au lieu de dire le Bélier, il va dire dans la chèvre ou un truc comme ça. Mais il parle des planètes. Il parle vraiment des conjonctions. Donc, il a un langage. C'est pas de majoritaire sur certains quatrains avec des termes astrologiques. Donc, il a utilisé l'astrologie, mais il avait d'autres supports, je pense. Je connais pas trop. Et moi, en tant qu'astrologue, de toute façon, non, ça m'intéresse pas. Et donc, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Après, qu'il ait d'autres capacités ou qu'il ait développé d'autres choses, ok. Ensuite, pour répondre à ta question, l'astronomie et l'astrologie, oui, vers 18e ou 19e, et ça s'est définitivement séparé de l'astronomie. Oui. Parce qu'avant, les astrologues étaient des astronomes. Il fallait bien aller regarder le ciel pour après. Il y avait deux lectures. Il y a la lecture matérielle de l'observation et l'observation matérielle des astres, c'est-à-dire on repère des planètes, on les positionne, etc. Et l'interprétation de ce qu'elles peuvent dire. Ça, c'est le côté interprétatif et divinatoire. Voilà. Mais maintenant, c'est séparé. Et l'astronomie, c'est vrai, et ça peut être c'est souvent un sujet de critique de l'astrologie, c'est que les constellations, par exemple, astronomiques ne correspondent plus aux constellations astrologiques, parce que ça a bougé. Donc, c'est séparé. Tu peux nous expliquer ça? J'ai pas tout bien compris. J'avais d'ailleurs un élément aussi d'information là-dessus, je voulais te demander, parce qu'il existe aussi une disparité entre ceux qui appliquent l'astrologie tropicale et ceux qui font l'astrologie sidérale. Oui, c'est-à-dire l'astrologie sidérale, ils vont prendre en compte que le zodiaque, le repère de zodiacal bouge.
Il bouge, je sais plus combien de degrés, mais là, on est par rapport de décalage, il y a 23 degrés, je crois. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous faire comprendre, les gens qui vont naître en bélier astrologique, en fait, ils sont devant la constellation du poisson. Donc, l'astrologie sidérale va vous dire, bah, en fait, non, il est poisson, donc vous pouvez pas lui dire de bélier. Sauf que ça colle pas avec l'astrologie tropicale, l'astrologie que je pratique. C'est-à-dire que pour moi, la constellation n'est pas, on l'a pas dit, hein, mais c'est pas une influence physique. Pour moi, c'est un papier peint. Que tu bouges le papier peint, c'est pas très gênant. Par exemple, moi, si je prends l'astrologie sidérale, je deviens Capricorne. Oui, parce qu'il y a une rétrogradation, en fait, d'une astrologie à l'autre. Non, c'est que les repères visuels qui avaient été, décidés il y a 2000 ans ont bougé. Oui. Voilà, l'horoscope, les signes commençaient en bélier, et à l'époque, le bélier était à tel endroit dans le ciel. Sauf qu'il a bougé. Donc maintenant, ça a tout décalé. Voilà, pour faire simple, hein, je ne vais pas vous parler du point vernal, etc. C'est technique, mais l'horizon, voilà, les constellations, le cercle zodiacal a bougé. Donc ça décale les constellations. Mais pour nous, ce n'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est ce qui est devant, le soleil, le déplacement du soleil dans l'année. Donc ça va être une astrologie tropicale des saisons. Donc c'est les périodes de l'année lors du déplacement du soleil, qui est la constellation de la banane ou de je ne sais quoi derrière, on s'en moque. Je vais faire hurler les astrologues sidéralistes. Mais voilà, et parce que moi, il n'est pas possible. Voilà, je connais bien les signes, je connais bien mon thème, je me connais bien, je ne peux pas être Capricorne. Et quand je fais le thème à mes proches, je ne peux pas leur changer leur signe. Ça veut dire que c'est pas l'astre en lui-même, on coupe la tête un petit peu à des croyances là, c'est pas l'astre lui-même qui va définir le caractère ou la personnalité. C'est pas la constellation, C'est la position c'est la du période de l'année. Voilà, c'est la période de l'année. Par exemple, en hiver, le soleil, quand le soleil est devant la constellation du Capricorne, c'est l'hiver, la nature est éteinte, tout est éteint et tout. Et donc, les gens qui vont naître en hiver vont avoir un caractère, par exemple, plus introverti. Alors qu'en été, le soleil est devant la constellation du Lion, en astrologie. Hein, et là, le Lion, il brille, c'est le feu. Hein, c'est un signe hyper dynamique. Donc, les gens qui naissent en été sont censés avoir le caractère du Lion, donc plus extraverti, plus volontaire et plus affirmé, avec un tempérament de feu, tu vois. C'est ça l'idée. Hein, je synthétise, hein, je caricature, mais c'est ça l'idée. La plupart de tes confrères pratiquent l'astrologie tropicale de nos jours. Oui. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'astrologie, elle évolue l'astrologie. Il faut pas croire, et on le verra avec l'historique, que l'astrologie, c'est quelque chose qui nous est tombé du ciel et qui est établi. Hein. On est encore en train de chercher, on teste, il y a des choses que, même de la tradition qu'on a gardée ou qu'on a mis de côté. C'est pas parce que ça a 2000 ans que ça fonctionne encore. On a évolué avec plein de choses. Donc, on est en devenir. Il y a une nouvelle astrologie, là, qui m'intéresse. Là, je vais peut-être y aller à un moment donné, l'étudier, mais c'est vraiment très éloigné de l'astrologie. C'est l'astrologie uranienne. Alors là, on a même inventé des planètes qui n'existent pas. Mais bon, ça, c'est pas nouveau en astrologie. Hein. On a créé des symboles astrologiques qui sont virtuels, qui n'existent pas. Et ça fonctionne. Bon, c'est comme l'astrologie, pourquoi ça fonctionne. Bon, on n'est plus à ça près. Hein. Il y a des astrologues qui sont, alors je connais pas bien, je maîtrise pas, je peux dire des bêtises, qui se sont rendus compte que des fois, il se passe des événements dans ta vie et les astres que l'on connaît ne sont pas au rendez-vous pour expliquer. Donc, ils se sont mis à imaginer des astres avec des influences précises et trajectoires autour du Soleil. Ils en ont inventé 8, je crois. Ils ont rajouté des punaises sur la tapisserie. Voilà, mais qui n'existent pas. Et ça semble fonctionner. Je suis très curieux, tu vois. Moi, je me base sur l'astrologie traditionnelle des anciens, mais je suis aussi ouvert à tout ce qui se peut se présenter. Tant que ça marche, parce que je vois bien que l'astrologie, ça tient pas la route sur le papier, mais ça marche. Donc moi, si ça marche et que je l'insère dans ma discipline et que je vois que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que je rejette. J'essaie de rester ouvert. C'est peut-être une piste, hein, mais c'est peut-être justement des vagues énergétiques qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu sur la forme d'une matière ou d'une planète, mais qui sont quand même bien présentes. Oui, c'est pour ça que c'est pas les astres qui t'envoient leurs petites ondes là, hein, pour t'influencer. Donc, c'est des symboles, c'est des représentations symboliques de quelque chose, et pourquoi pas en inventer par nous-mêmes. Alors avant de continuer sur cette frise historique et de remonter un petit peu aux racines de l'astrologie, tu m'avais fourni le thème astral de Nostradamus, et j'aimerais éventuellement que tu nous en dises 2 mots, si possible. Alors, déjà, ça permet de voir à quoi ressemble un thème. Donc, déjà. C'est bazar. C'est bazar, comme tu dis. Et ça, c'est très hermétique, hein, et c'est pour ça que les gens aiment bien. On peut, embrouiller un peu les gens avec notre jargon astrologique et nos dessins.
Oui, là, tu Donc, peux nous dire n'importe quoi, hein, on va te je dire peux vous oui. dire n'importe Ouais. quoi. Donc, vous avez un cercle avec les 12 signes du zodiaque. Donc, déjà, ça, c'est le thème de Nostradamus, mais on voit qu'il y a des symboles au-dessus, là, qui sont des planètes, la représentation symbolique des planètes. Hein. Mmh. Donc, par exemple, à midi, là-haut, on a un cercle jaune avec un point jaune, c'est le Soleil. À côté, une petite planète verte, là, avec une coupe sur la tête, c'est Mercure. Donc, on voit que ces planètes sont réparties autour du zodiaque de Nostradamus et tombent dans des signes de façon aléatoire selon le jour. Et donc, on a tous les signes dans notre thème. Hein. Déjà, c'est la première chose importante à savoir. Et ces planètes se touchent et vont s'influencer. Ce qui fait que on ne peut pas vous réduire à votre signe zodiacal. Hein. Donc, Nostradamus, là, il est Capricorne, mais il est bien plus que ça. Le thème de Nostradamus, bah là, on voit que il n'y a rien de mystique. Tu vois, je vois pas un homme exceptionnel. De toute façon, ça peut être, tu sais, ça peut être un prophète, ça peut être une vieille âme, je sais pas. Hein. Mais le thème astral va nous parler d'une incarnation, avec un objectif d'incarnation. Donc, bon, là, visiblement, il a le même que moi. Il est venu travailler le spirituel. Ça se voit à gauche, à 9h. Il est venu travailler le poisson. Bah, moi aussi. Bon, je sais pas. Ah, tiens, je suis astrologue. Bah, lui aussi. Ah, tiens. Le mec est réaliste, tu sais. Tiens, j'ai peut-être une carrière à faire. Là. Il est venu travailler la question du spirituel. Mais bon, de là à lire un être exceptionnel, non, ça va être. Moi, j'ai pas accès, tu vois. J'ai pas Ce qu'on accès. appelle les dons, les potentiels, sont lisibles? Ou justement ce que tu nous dis, on peut pas lire ça sur la carte? Oui. Bah si, je vais voir, par exemple, lui, on voit qu'il est venu travailler la question du spirituel et la question, bon, j'ai pas l'heure. Pour moi, l'heure, en général, quand on n'a pas l'heure d'une personnalité, on va dire midi. Donc lui, on a dit midi, donc je pense pas qu'on ait l'heure. Donc je peux pas jouer avec avec son thème dans l'interprétation. Mais ce qui est sûr, quelle que soit l'heure, c'est qu'il est venu travailler le spirituel. Après, dans le thème, je vais voir ses talents, ses forces, son outil intellectuel. J'aime bien dire aux gens que je vois pas l'intelligence, mais je vois l'outil. Je vois vers quoi il est prédisposé au niveau professionnel. Oui, une personnalité, un tempérament aussi. Et tout ça va faire une destinée. En fait, il faut comprendre qu'on est fait, vous avez vu avec toutes les planètes et tous les signes, on est fait de plein de sous-personnalités. On n'est pas, voilà, je suis Capricorne, ok, ça va faire un petit pourcentage de qui tu es. On est fait un thème, c'est très très riche et on peut passer des heures à l'analyser. Donc, bon, bah, Nostradamus, il m'inspire, pour te répondre, Rudy, pas rien de spécial de plus que les thèmes que je fais tous les jours, quoi. Oui. Ouais, alors, pour le coup, il y a énormément de paramètres et de facteurs qui viennent se mettre dans l'histoire, parce que l'heure de naissance, la date de naissance, et on va revenir aussi sur les dates, il y a une sorte de mix avec la numérologie. Tu parles, toi, d'astrologie karmique, moi ça me fait penser au cycle karmique et au chemin de vie, à un 9 et pour certains aux vibrations maîtres aussi également 11, 22 et 33. On va aborder ce thème un peu plus tard. En revanche, là tout de suite, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à la conjoncture des planètes, puisque on a notre portail d'incarnation au départ, donc notre carte d'identité, notre passeport, mais on a aussi la conjoncture actuelle, la semaine qu'on va passer, le mois qu'on va passer, et on en parlait avec Tam en off, il y a une sorte de phénomène, un fléau, et moi ça me contrarie certaines fois, et j'essaie de plus trop m'y fier, c'est ces prédictions pour le mois, pour l'année. Certaines fois, ça peut devenir des prophéties autoréalisatrices, ça peut nous amener à être dans un esprit, dans un mood négatif, et à s'auto-déterminer, se conditionné à vivre une semaine de merde, excusez-moi du terme, ou à tout simplement être sur la défensive, ou à ne pas s'impliquer. On dit souvent aussi, ne vous impliquez pas dans des projets, ne signez pas de contrat, dites non à cette rencontre, parce que c'est pas la conjoncture, la bonne conjoncture, ça n'est pas le bon moment. Qu'est-ce que toi tu en penses ? C'est là où il y a une confrontation face au libre arbitre, quelque part. Alors, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est attention à vos mots, attention à vos paroles. Parce qu'on va, en orientant les gens, ou en tout cas en posant des diagnostics astrologiques, tiens, attention, il va t'arriver ça, tu vas influencer. Et même déjà, tu vas acter des choses dans la psyché des gens. Moi, je suis toujours ouvert, il y a toujours l'idée de possibilité. Je ne vais pas arriver en disant, oh là, vous allez vous séparer. C'est mort. Désolé, madame, vous allez vous séparer. Non, je vais arriver en disant, vous allez avoir besoin là d'une remise en question, d'un questionnement.
il y a des choses qui vous satisfont plus. Donc, il va falloir aller voir avec votre conjoint et avoir une discussion ou travailler la question ou exprimer vos besoins. Donc là, je pose qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau du relationnel, à faire avancer, que la personne décide de quitter ou de rester, c'est son libre arbitre. Donc, donc moi, oui, il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça que cette discipline, il faut une certaine maturité aussi. Et je suis pas mécontent d'être passé par le médico-social, d'avoir été éducateur, d'avoir aidé voilà, des personnes dans un accompagnement psy quotidien, parce que tu peux faire des ravages. Et ma prof me disait à 25 ans, vous êtes un peu jeune, Jacques. Il manquait de maturité. Elle a raison. Parce que comment je me serais servi de l'astrologie à cette époque-là? Je pense que je m'en serais servi de façon intellectuelle à vouloir impressionner l'autre en sortant des sentences comme ça. Donc, c'est insupportable et il y a le libre arbitre. Ensuite, il y a l'idée que, encore une fois, alors du coup, tu soulèves un point important, c'est qu'il y a deux formes d'astrologie. Il y a l'astrologie du développement personnel qui est qui suis-je, pourquoi je suis revenu, quels sont mes objectifs d'incarnation, et puis il y a l'astrologie prévisionnelle qui est qu'est-ce qui m'est demandé de travailler aujourd'hui. L'horoscope? Non. C'est-à-dire que l'horoscope, ça ne peut pas fonctionner dans la mesure où tu peux pas faire du général. Ah, tu vas pas dire, hey, les poissons, vous allez bien manger aujourd'hui. Il y a un 12e de la population qui est poisson. C'est pas Mais possible. il y en a beaucoup de prédictions générales, Jacques. Notamment par rapport à des groupes, par rapport à l'humanité. On nous dit en 2023, les planètes, le contexte, ça sera la guerre avec Macron, la révolution, l'insurrection en mai. Oui, probablement. mais ça, c'est pas les horoscopes. Alors ça, je le fais aussi, moi, je l'ai fait. C'est l'astrologie mondiale, c'est autre chose. Donc Ouais. c'est bien, je vais en parler aussi. Ah ouais, on te lance sur plein de pistes là. Ouais, j'essaie, je note. Alors, oui, c'est-à-dire que quand on fige les planètes à votre naissance, comme le thème de Nostradamus, ça bouge plus. Et après, au fur et à mesure, après votre naissance, les planètes, elles continuent de tourner. Et en tournant autour du zodiaque, elles vont venir résonner sur votre thème, toucher des points de votre thème qui ont été figés. Et c'est comme ça qu'on peut prévoir des événements ou des prises de conscience chez la personne au fur et à mesure des années après sa vie. En disant, tiens, dans 2 ans, Uranus, planète du changement, va venir toucher votre planète du travail. Ça risque de bouger. Et ça bouge. Bon, ne me demandez pas pourquoi ça marche, ça bouge. Par contre, après, l'astrologie mondiale, qui sont les prévisions à niveau planétaire, c'est de regarder dans le ciel le balai des planètes, à l'instant présent. Tiens, on constate que dans le ciel, actuellement, Uranus, ça a été, tiens, je vais donner l'exemple, 2021-22, dans le ciel, on a eu un choc des titans entre Saturne, l'autorité, le cadre et les lois, et Uranus, sa meilleure ennemie, qui est la liberté, l'indépendance, le progrès. Et bien, qu'est-ce qu'on a eu pendant 2 ans? On a eu ce conflit dans le ciel entre, non, vous sortez pas, il vous faut un pass, et je ne suis pas d'accord, je veux sortir, je veux changer ma vie, mais je peux pas. Donc, dans le ciel, planétairement, on a eu ça. C'est énorme. Donc là, oui, on peut prévoir une ambiance collective, une météo, je vais dire, collective. Ce qui n'empêchera pas qu'à titre individuel, dans cette météo collective, vous Il y aura puissiez... des disparités. Ouais. Oui, des choses dures, ce qui fait que les uns et les autres, on n'a pas vécu, par exemple, le confinement de la même façon. Mais ce ne sont pas les horoscopes, là, tu vois. C'est une configuration, ça peut toucher l'Ukraine, ça peut toucher les États-Unis, ça peut toucher la France. Pas forcément en même temps. Tu peux voir effectivement, oula, dans le ciel, Mars vient venir heurter Pluton, ça peut exploser. Mais on ne sait pas où ça explose. Ça peut exploser en Moyen-Orient, à Paris avec des attentats, etc. C'est très difficile de faire du prévisionnel parce que là, ça englobe le mondial et la Terre entière. D'accord. Et pour le côté personnel, donc? Et côté personnel, ça, c'est plus ciblé puisque c'est les planètes d'aujourd'hui qui vont influencer le thème de naissance. Donc là, c'est ciblé. Donc, ça touche ta planète des amours de naissance. On sait que ce sont tes amours à toi qui vont être touchés. Ça touche ta planète en lien avec ta famille. Bon, tu vas déménager. Tu vois, là, on cible. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus facile que de le faire de façon générale. Et c'est pour ça que très peu d'astrologues s'y essaient. Je suis plutôt néophyte et j'ai compris globalement et vulgairement que quand ça sent pas bon, quand il y a un carré.
Oui, bien Et sûr. Mercure qui rétrograde, on en a ras-le-bol aussi. Qu'est-ce qui lui arrive à Alors rétrograder? ça, c'est Ça aussi, ça super à sent la la mode. menace. Ça sent la menace. Attention, Mercure rétrograde. Ah non, mais c'est devenu très à la mode. Et en 2017, je faisais des articles comme ça, et on n'en parlait pas encore beaucoup. Moi, j'ai arrêté, hein. En fait, il y a beaucoup de planètes qui peuvent rétrograder. Une planète qui rétrograde, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule dans le ciel, ce qui Mm. n'est pas le cas. Mais donc, ça veut dire que ses qualités, ses caractéristiques vont être bloquées ou inhibées. Mercure, planète de communication, ça veut dire que dans le monde, la communication, ça va être le bazar. Si c'est Vénus qui est rétrograde, ça va être les rapports affectifs ou humains. Si c'est Mars, ça va être la notion d'affirmation, d'action, de projet, etc. Mais c'est très à la mode, Mercure rétrograde, parce que Mercure, c'est les infos, donc c'est la communication, donc tu vas avoir une panne de voiture. Effectivement, ça fonctionne. Enfin, ça va pas toucher tout le monde pareil, encore une fois, selon ton Mercure dans ton thème. Mais je ne vais pas être trop technique. Mais oui, c'est très à la mode, ça. C'est comme il y a une autre chose qui est très à la mode, c'est les nouvelles lunes, là. Tout le monde y va, de la lune, la nouvelle lune, la pleine lune. Bon, c'est les horoscopes modernes. De toute façon, ça change. Avant, c'était les horoscopes. Maintenant, les gens ont compris que les horoscopes, ça fonctionnait plus. Bon, maintenant, c'est les nouvelles lunes. Bon, ça fait moins de mal. C'est un peu moins. Il y a quand même des effets assez conséquents parce que les pleines lunes, on les sent bien passer, hein, surtout ces derniers temps. Alors, ils n'interprètent pas la pleine lune comme dans ce sens-là, hein. Ils vont faire. Et ceux qui le font bien, c'est juste, hein, les nouvelles lunes, c'est-à-dire que ça va être la tonalité pendant un mois. Oui. Alors après, je vous ai dit tout à l'heure que les astres ne nous influençaient pas matériellement, mais là, on parle d'autre chose quand on parle de la lune avec les marées et tout ça, elle est à côté de nous, etc. Tu vois, quand je dis que les astres ne nous influencent pas, c'est que c'est pas elles qui vont nous faire rencontrer, qui vont dire tiens, tu vas rencontrer l'amour. Ouais, c'est pas les pleines lunes, la marée, le soleil qui nous chauffe, qui nous donne la vie, c'est autre chose. Est-ce que c'est pas une histoire de champ électromagnétique? Bah, tu sais, moi, je suis limité, hein, je n'ai pas la science infuse, mais je pense pas. Je ne pense pas. Pour moi, tu sais, le ciel est le reflet symbolique de nos vies ou de l'instant présent. Tout ce qui n'est un instant présent, c'est pour ça qu'on peut lire une destinée ou des événements dans un thème que tu figes. Si je fige l'événement aujourd'hui, là, l'heure, le moment, tout ce qui naît à cet instant-là va être lisible dans le ciel. Mais c'est une grille de lecture. C'est comme si, tu sais, comme les hologrammes, tu vas retrouver l'image initiale dans toutes les parties. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que on lit notre instant d'incarnation au travers d'un langage qu'on a codifié, nous les hommes, depuis 3000, 5000 ans, et qui nous permet de lire l'instant. Mais c'est une grille de lecture. Et c'est marrant, ça me fait penser à cette fameuse chronologie, si on veut faire un bond dans l'histoire. À l'époque, on ne connaissait pas nos dates de naissance, c'est ce que tu m'avais témoigné en off. Donc comment ça se passait? Alors ça se passait pas. C'est-à-dire que, non mais j'ironise, mais c'est-à-dire que la seule personne dont on connaissait la naissance, et encore, ça pouvait être le roi, et même avant ça, bon, puis l'individu n'était pas on n'était pas dans un, j'allais dire auto-centré, c'est pas qu'on est auto-centré aujourd'hui, mais le souci de notre réalisation personnelle, de notre développement personnel, voilà, il y a 5000 ans, c'était pas leur préoccupation. Et ils n'avaient pas leur date de naissance, donc bon, on n'était pas dans une analyse comme aujourd'hui. Je vais y venir après, mais la façon d'utiliser l'astrologie, là, elle a beaucoup été influencée par la découverte des sciences humaines, de la psychologie, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur nous. Avant, c'était aller voir un astrologue, tu n'avais pas ton heure de naissance, tu lui posais une question et il montait son thème, le thème, au moment de la question. Donc là, si tu me posais une question, je monte le thème, là, aujourd'hui, à 15h58. Et donc c'est en fonction du moment présent qu'il va pouvoir calculer et faire son thème. Il monte le thème à l'instant où est posée la question et ensuite, il va lire dans le thème la réponse, Ok. comme un tirage de cartes. Mhm. Et ensuite, quand on a commencé, après, on a fait, je te dis, les gens qui connaissaient leur date de naissance, les princes, les gens importants, les rois. Et puis après, bon, bah, quand on a eu les dates de naissance, on a commencé à faire des horoscopes individuels. Et là, avec le développement, je te dis, la psychologie, etc., bon, bah, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? T'as l'air pas bien, etc. L'astrologie évolue au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des découvertes, des prises de conscience, des croyances. L'astrologie est dépendante, enfin, l'évolution de l'astrologie est dépendante déjà du niveau de conscience, mais des connaissances, des croyances de la civilisation dans laquelle elle se développe. Si on croit que c'est les dieux qui nous influencent, bah, l'astrologie, elle va être, comment dire, comme il y a 5000 ans, le message des dieux. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Donc l'astrologie est une évolution de l'humanité, enfin de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle continue d'évoluer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue à découvrir des choses et on évolue nous-mêmes encore aujourd'hui. Donc l'astrologie, elle évolue. Je parlais d'astrologie uranienne, mais on va découvrir sûrement d'autres choses encore. Elle est en devenir, elle est toujours en devenir. Parce que nous sommes en devenir aussi.
Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu justement sur, l'astrologie karmique que j'ai découvert avec toi et je t'en remercie. Tu peux du coup déceler, le passif. Comment Oui, ça marche? j'aime bien le C'est-à-dire qu'on passif. savait non mais tu vois, on connaissait l'aspect, un peu prédiction dans l'astro, mais alors là, ça révolutionne le bazar parce que là, tu peux aussi apporter l'info de où tu viens, de où tu en es sur ce chemin d'incarnation et donc ce que tu viens travailler. Mais tu pars quand même de la base de où tu viens, ce que tu as vécu Bah, précédemment. comme je te disais tout à l'heure, je pars de la base que nous sommes une âme, qui avons eu d'autres vies, qui sommes venus pour un temps très défini, vivre une expérience. Et il y a rien, pour moi, il y a du coup, mais j'ai mis du temps à venir, hein, l'astrologie karmique. Hein. Là, je fais le gars qui est tranquille avec ça, mais j'ai mis du temps. Mais, mais rien, du coup, il est logique qu'on y voit qu'est-ce qui a motivé mon retour. C'est ça qu'on voit en fait avec l'astrologie karmique. On y voit qu'est-ce qui a motivé mon retour. Pourquoi je suis revenu? Qu'est-ce que j'avais à travailler? Plutôt que, moi, j'ai pas le sang d'image. J'ai pas, tiens, t'as été un roi ou t'as été Cléopâtre. Mmh. J'ai, tiens, t'as connu la guerre, t'as mangé, t'as perdu, t'as dû perdre les tiens ou t'as perdu des enfants, tu viens retravailler telle ou telle question. C'est ça que je vais voir, moi. Je ne vais pas vous dire, vous avez été cornier, vous avez été. Je peux voir, vous avez été religieux, vous avez été spirituel, et là, vous êtes venu travailler autre chose. Au début, je voulais pas faire de l'astrologie karmique parce que je pouvais pas comment dire, l'assurer. Je pouvais pas assurer de quoi je parlais. Alors, même si je ne suis pas dans les grands détails des vies antérieures, comme je vais pas lui dire, voilà, vous étiez Napoléon. Si un jour je vous dis ça, fuyez. Mais par exemple, j'ai eu un monsieur un jour, bah, je lui ai dit, pour moi, vous étiez religieux, hein, c'est très très clair. Il me fait, ah, incroyable, à 19 ans, j'ai fait un an de séminaire. Sauf que j'ai arrêté. Et, bah oui, parce que c'était pas ce que vous étiez revenu faire, monsieur. Mmh. Justement, ce que vous étiez revenu faire, c'était de sortir de ce retrait du monde. Et c'est ça qui, au fur et à mesure des mes milliers de consultations dans la dynamique, dans l'interprétation karmique, qui m'a fait valider que c'était juste, quoi. Mais c'est logique quand si on part du postulat que nous sommes des âmes. Parce que l'astrologue qui va pas faire de karmique, il va te dire, tu dois venir, enfin, en général, un astrologue ne va pas à vous dire tu dois. Hein. Il vous donne des conseils, il vous oriente, mais bon, imaginons, il vous dit, tiens, il faut que tu te réalises socialement dans tel cadre, dans telle discipline. Mais qui a décidé, quoi? Mmh. Ça vient d'où tu dois faire? Bah, pour moi, il est logique que ça vienne d'un programme d'une âme, du programme d'une âme. Sinon, ça sort de nulle part. Oh, toi, tu dois travailler, comment dire, la relation, parce que ça va pas, la relation. Mais pourquoi ça va pas? Pourquoi, d'un coup, je viens de nulle part et pourquoi la relation, ça vient pas? Non, l'astrologie karmique va te dire, oh, dis donc, t'as pas été bon là sur le coup là avec les autres, hein. T'as peut-être un peu été dominant et t'as peut-être été même agressif avec les autres. Donc tu es revenu travailler la question et c'est pour ça que c'est pas fluide le relationnel. Vu comme ça, c'est simple finalement. Tu prends en compte énormément les dates de naissance, donc quelque part tu fais aussi de la numérologie. Quand j'entends astrologie karmique, comme je te le disais initialement en début d'émission, ça me fait penser au cycle karmique et donc au chemin de vie intrinsèque. J'ai un petit challenge à te proposer avec le thème, du moins la date de naissance d'Albert Einstein. Et je voudrais savoir comment tu procèdes. Ici on voit qu'il est né le 14 avril 1879, donc si je ne m'abuse, en espérant ne pas me tromper et tu me corriges si tel est le cas, on additionne tous les chiffres de la date de naissance, soit 1 plus 4 plus 3 plus 1 plus 8 plus 7 plus 9, et on obtient un résultat. En l'occurrence ici, on tombe sur la problématique, la controverse dont je voulais te parler. 33 ou 6? Je vais comment dire te décevoir, mais là en fait tu parles de numérologie, tu parles pas d'astrologie. Tu ne prends pas ça en compte du tout? Ça n'a rien à voir. En fait, l'astrologie et la numérologie n'ont pas le même support d'analyse. Elles sont. Moi, je fais beaucoup d'interprétations avec une amie numérologue, Alexandra, et ça tombe juste, on se recoupe. Mais pourquoi on se recoupe? C'est parce que ce sont deux disciplines qui sont pertinentes. Et donc, on va retomber sur nos pieds. Mais par contre, c'est pas du tout le même calcul. Moi, je prends la date de naissance, c'est-à-dire je prends le jour sur le calendrier, quoi. Bah oui, mais ça correspond à des portails d'incarnation, pareil. Donc on a notre jour en soleil ou notre mois en lune et C'est Oui, l'inverse. C'est mais ça, l'inverse. c'est. Alors Ouais. Tamara, t'es plus calée que moi là-dessus. Oui, le jour en lune, position de la lune au moment de la naissance, le mois va représenter la position du soleil et évidemment une année terrestre, donc planète Terre. Mais c'est vrai, finalement, ce sont des façons différentes de lire la même information, une âme Ça m'a et l'air son plan assez, d'incarnation. ça m'a l'air C'est assez ça. similaire. Hein. Non, mais peut-être que vous allez m'apprendre un truc là. Peut-être non, on en parlera après. Ouais, si, je sais pas, ça m'intéresse ce que vous dites là, le jour, la lune, le soleil, le mois, et voilà. Mais non, théoriquement, c'est deux outils différents.
D'accord. Donc, moi, je prends la date de naissance, c'est-à-dire le jour, hein. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est la personne qui est née aujourd'hui, bah, je vais faire le thème avec le ciel du jour, hein. Donc, non, c'est pas la date, moi. C'est pas les chiffres de la date. C'est Ça ne ça. me concerne pas. Par contre, on va retrouver d'autres symboles dans l'astrologie qui vont nous permettre de parler, de répondre à ces questions de cycle de vie, de chemin de vie, de pourquoi je suis là, etc. Mais c'est d'autres symboles qui n'ont rien à voir. On arrive à ces fameux chemins de vie en bout de parcours aussi, en numérologie. Les chemins de vie 1 à 9 et les vibrations mètres dont je te parlais, donc les 11, 22 et 33. Bon, est-ce qu'on peut avoir le même résultat aussi dans un thème astral? Est-ce qu'on peut savoir si on est en chemin de vie 1 ou 6 ou 8 ou 9? En fait, les chemins de vie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça va être les signes astrologiques. Chaque signe astrologique peut être un objectif de vie. Comme je te disais tout à l'heure, Nostradamus est venu travailler le spirituel, notamment, l'universel. On va le traduire comme ça, nous. Le numérologue va le traduire en 7 ou en 9. Mm. Si quelqu'un qui s'incarne pour venir travailler je sais pas, la balance, bah, ça va être peut-être, il vient travailler le 6 ou le 2. Bon, je maîtrise pas la numérologie, mais voilà. Donc on va trouver des correspondances. Mhm. On va trouver des correspondances, hein. Mais sauf que moi, je parle en signes et les numérologues parlent en 9. Alors, je suis pas spécialiste en chiffres, pardon. Je suis pas spécialiste de la numérologie, mais à force de côtoyer des numérologues, et puis j'ai lu des livres de la numérologie, donc ça va, j'arrive à te comprendre, mais c'est pas du tout voilà, c'est pas mon langage. Tu parles d'un langage en ce qui concerne l'astrologie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un langage universel? Alors, bonne question. Je dirais oui, tous ceux qui veulent l'apprendre peuvent l'apprendre, mais c'est plus occidental et c'est plus issu des Grecs, hein, puisqu'on parle on parle avec le panthéon gréco-romain, quoi. Et l'astrologie chinoise, l'astrologie indienne, bah, ils ont d'autres termes, d'autres divinités, ou quoique les Indiens, ça dépend, bon, je connais pas trop, mais on retrouve Jupiter, etc. Donc non, c'est pas universel, parce que c'est une culture, encore une fois. Nous, l'astrologie qu'on utilise en Occident, elle nous vient, elle a été synthétisée par les Grecs, par Claude Ptolémée, en Alexandrie, et donc c'est notre héritage. Mais dedans, il y a des bouts d'astrologie indienne, astrologie, égyptienne, voilà, astrologie arabe, etc. Jacques, quel crédit apportes-tu aux horoscopes qu'on peut retrouver dans les tabloïds? Tu vas nous le fâcher. Ben, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un 12e de la population qui va être poisson. Ils vont pas tous se lever le matin en étant contrariés ou avec des déceptions. Ce n'est pas possible. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on a vu le thème de Nostradamus, vous avez vu que son soleil en Capricorne ne faisait pas tout le thème. Voilà. Vous voyez, il y a des sigles partout. Il est, par exemple, imaginons qu'il soit né à midi. On part du postulat qu'il est né à midi. Il est ascendant Bélier, donc il va être influencé par le Bélier. Il est Lune à 14h en Scorpion. Donc elle peut être touchée. C'est-à-dire que toutes les planètes peuvent être touchées dans une journée. Il n'y a pas que ton soleil qui va être touché par les planètes qui font dire les horoscopes. Tu peux très bien avoir un mauvais aspect, un très bon aspect à ton soleil qui va dire ouais, tu vas être bien, mais à côté avoir ta Vénus, planète des amours, qui va t'agresser, donc tu vas te faire jeter par ton amoureuse. Bon, tu vas pas passer une bonne journée. En fait, un thème, c'est d'une complexité. Vous imaginez pas, on peut pas le synthétiser en 3 lignes et généraliser à un 12e de la population mondiale. Non. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Jacques, on va procéder à un petit jeu ludique, si tu nous le permets, en te demandant de répondre à chacun des signes que je vais te présenter par une simple phrase, directe, ponctuelle et assez brève si possible. Ok. C'est bon, c'est bon pour toi? Écoute, on est là pour s'amuser, donc on y va. Alors, le bélier. Le guide dans la forêt vierge avec son coupe. Le taureau. Je suis Verseau, que j'arrête pas de les chambrer, les taureaux. Je dirais un mot, c'est tranquille. Les gémeaux. Mes meilleurs amis, blablabla, blablabla, voilà. Le cancer. Alors, c'est mon ascendant, home sweet home, et voilà. Pantouflard. Non, pas forcément, tu sais, c'est l'idée de le cocon, de protéger les siens et d'être en sécurité. Le lion. M'as-tu vu? Ouais, non, je me la raconte pas, mais je suis là pour briller, quoi. Okay. La Vierge. Ma femme. La perfection, le signe de la perfection. La sensibilité, peut-être?
Alors sensible, oui, un peu insensible, mais surtout veut tellement bien faire qu'elle arrive des fois à exceller, mais elle se prend la tête pour bien faire, la Vierge. La balance. J'avais tout de suite me est venu le mot harmonie, beauté, justice, hein, c'est ça la balance. Amener le beau dans le monde. Le scorpion. Heureusement qu'il y en a. S'il n'y avait pas de scorpion, le monde serait terriblement triste. J'ai accès à la vérité et je vois au-delà des apparences en tant que scorpion. Le sagittaire. Signe de la quête de la connaissance et le guide, le sage, celui qui montre la voie. Le capricorne. Le signe des règles et des lois, donc on est là dans la structure. C'est rabat-joie, mais sans Capricorne, c'est l'anarchie. Le verseau. L'astrologue, donc l'électron libre, c'est moi et pas facile d'être Verseau parce que on est décalé, mais on est décalé parce que le rôle du Verseau c'est de tirer l'humanité vers l'avant. Donc il faut être un petit peu en avance ou un peu décalé. Et pour finir, les poissons. Le signe qui est déjà plus de ce monde, hein, qui est déjà un petit peu de l'autre côté, donc qui est connecté à l'après, mais en même temps il est là, c'est pas facile pour lui, hypersensible. Donc Poisson, ouais, connectez-vous au spirituel ou servez la vie, mais c'est comme ça que vous allez vous réaliser, quoi. Alors, je te remercie. Et justement, ça fait une belle transition puisqu'on parle avec Michel Desailles de l'Apocalypse dans une émission qui a très bien marché, à laquelle on a apporté une nouvelle grille de lecture sur le sujet. Et il nous disait être en plein intercycle. Est-ce que selon toi, on est bel et bien entré dans l'ère du Verseau depuis la période du Poisson? Alors tu sais, ça c'est même les astrologues sont pas forcément d'accord avec les dates. Ça serait pas arrivé selon les calculs que j'ai pu lire, ça serait pas encore arrivé. Je sais pas, je préfère pas dire de bêtises, mais comme je te disais aussi en off, est-ce qu'on n'est pas là dans un mythe moderne ou un truc, même si ça date d'une certaine époque, on peut relier les ères qu'on a vécues, comme l'ère du Poisson, à la chrétienté, hein, le symbole du Christ, etc. Ce qui voudrait dire que l'ère du Verseau sera plus humaniste dans le sens solidarité, fraternité, et puis évolution et progrès. Donc, en ce sens, je pourrais penser qu'on y va et qu'on y est, avec l'ère d'Internet. Là, on a une planète qui est rentrée en Verseau pour 20 ans, et là, ça va révolutionner le progrès, le vivre ensemble. Donc là, on va rentrer dans une dynamique ère du Verseau. Uranus, planète de la technologie, qui est rentrée dans les années 90 en Verseau, Internet, notamment. Tu vois, ça a changé quand même un peu beaucoup les choses. Mais je sais pas si on peut parler d'air. Je suis pas spécialiste de la question. Certains grands astrologues, pour qui j'ai du respect, disent que tout ça, c'est un peu, pas un délire, ouais, mais tu vois, on se fait plaisir, on fantasme un peu. Donc je suis pas spécialiste. Donc je préfère ne pas te dire des bêtises. Tu sais, en astrologie, on fonctionne avec des cycles, effectivement. Mais tu as des cycles qui peuvent durer des milliers et des milliers d'années, des cycles de 2000 ans. Ça peut être cohérent, cette histoire de cycle d'air du Verseau. Mais bon, je sais pas. Moi, ça me fait penser à ce que tu nous disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a eu un décalage. De quoi? De 2000 ans? Ça correspondrait à ce cycle et à cette théorie. Tu disais qu'il y avait un décalage au niveau des planètes, c'est que du coup, on peut plus utiliser le même calendrier. Ça fait très nombriliste, en fait, l'homme. Tiens, il va y avoir un changement de paradigme qui va nous faire évoluer parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau, comme si les choses allaient nous arriver de fait et non pas parce qu'on va évoluer par nous-mêmes. Tu vois, moi, je crois plus à l'évolution de l'humanité qui va vers ça que d'un coup, le ciel ou les astres vont nous mettre dans une nouvelle dynamique, quoi. C'est très auto-centré, quoi. Et la Terre, voilà, tu vois, bon, l'astrologie est auto-centrée puisque l'astrologie prend comme repère la Terre et tout ce qui s'y passe. Mais bon, je suis pas très au clair avec ça. On a besoin d'un petit coup de pouce extérieur, même si c'est vrai, tout se passe à l'intérieur. Ça fait du bien de penser à l'âge d'or. Mais tu sais, moi, j'ai d'autres croyances au-delà de l'astrologie, qui est des êtres, le monde de la spiritualité, avec des aides extérieures, avec on est chapeauté, et qu'on vient pas de nulle part, et même que peut-être que on est issu des extraterrestres, tout ça. Moi, voilà. Mais ça, on est au dehors de l'astrologie et de cette idée d'ère du Verseau, tu vois. Mais je suis d'accord avec ça. On n'est pas tout seul. Et à mon avis, là, avec Pluton en Verseau, on n'est pas à l'abri, qu'on ait des contacts, quoi. Parce que ça va vraiment faire évoluer les choses. Pluton, c'est quoi en quelques mots? Pluton, c'est une planète qui va faire le tour du zodiaque entre 246, 48 ou 250 ans. Donc tu vois, elle fait le tour du zodiaque. Donc c'est des grosses périodes. Et la dernière fois qu'elle était en Verseau, c'était dans les années au XVIe siècle, 1789 et avant. Enfin, je ne sais plus quand c'est arrivé. J'ai plus les chiffres en tête. Donc, à chaque fois qu'elle rentre dans un signe, cette planète, elle va transformer, elle va bousculer les énergies du signe. Le signe du Verseau, c'est le vivre ensemble, c'est la collectivité, c'est la politique, c'est aussi tout ce qui est technologie. C'est aussi donc les notions de progrès, de communication. Donc c'est tout ça qui va être bousculé.
Et on va passer, là, dans les 20 ans, ça va être une révolution sur 20 ans. Donc, bon, déjà, Uranus, rien que cet Uranus qui fait le tour du zodiaque en 84 ans, en moins longtemps, je viens de le dire, quand elle est rentrée en Verseau, il y a eu Internet quand même, c'est énorme. Donc, on imagine ce que va donner Pluton, qui est une planète de restructuration. D'ailleurs, là, elle a passé, j'ai peur de dire des bêtises, moins de 20 ans. Hein. Il y a tellement de chiffres en astrologie, de dates, de cycles, que je les retiens pas tous. Hein. Elle est rentrée en 2008 en Capricorne. Donc, elle est sortie en 2023. Vous faites le calcul. Capricorne, c'est le signe de l'autorité, des règles, des lois, de la société dans sa structure, de l'économie, de ce qui fait que les choses vont tenir, la stabilité aussi économique et mondiale. Pluton depuis 2008, et quand elle est arrivée en 2008, il y a eu la crise financière, le subprime, je crois. Il y a eu le Covid qui a quand même changé, là on s'en rend peut-être pas encore compte, mais qui va changer une façon de penser, de vivre ensemble, et de penser l'autorité, de penser la hiérarchie, de penser l'économie. C'est ce qu'elle va faire du coup en Verseau maintenant. On a eu la crise, maintenant on va devoir changer. On ne peut pas y échapper. Donc cette planète, elle remet en question les choses qui peuvent sembler établies, ou en tout cas les faire progresser. Et dans le sens d'une restructuration, si j'ai bien compris. Libre arbitre. Est-ce qu'on va bien l'utiliser? Est-ce qu'on va utiliser les nouvelles technologies pour pour limiter les libertés? Parce que le Verseau, c'est le signe de la liberté. Ou est-ce qu'on va aller vers une société beaucoup plus libre et respectueuse des individus? Ça, on ne sait pas. De quel côté va-t-on pencher? Il est là, notre libre arbitre. J'aurais bien aimé, si tu en es d'accord, Jacques, qu'on parle un peu de la notion de... Je pense qu'on doit te le poser plein de fois, cette question-là, mais est-ce que dans un thème, on peut lire une forme de... les bad boys, les criminels, les bandits? Vas-y, on peut y aller. N'oublions pas, on a parlé de libre arbitre, et il y a un libre arbitre, c'est-à-dire que, voilà. Mais on n'est pas tous égaux à la naissance, qui vont avoir des choses à travailler, des potentialités à travailler, potentialités positives ou négatives. Et oui, en astrologie, tu peux voir, hein, et on s'en amuse avec mes élèves, hein, à un moment donné, tiens, est-ce que lui, il a vraiment fait ce qu'on lui reproche, quoi. Je ne vais pas le faire ici, parce que je vais quand même servir de l'astrologie comme ça, j'essaie d'avoir une certaine éthique par rapport à ça, mais oui, quand je vois un fait divers, je vais aller voir, est-ce que potentiellement, il a pu faire ce qu'on lui reproche? Tu peux le voir. Tu peux voir, mais après, tu ne sais pas s'il va passer à l'acte. Ça questionne, parce que ça voudrait dire que ça nous oblige à enlever en tout cas la notion du bien et du mal, parce que si c'est un choix d'âme que d'expérimenter la criminalité. Il n'est pas venu expérimenter la criminalité, il est peut-être venu expérimenter un certain pouvoir, où tu vas devoir travailler la question de l'abus de pouvoir. Est-ce que tu vas y arriver? C'est juste ce que tu dis, parce que souvent je me pose la question, est-ce qu'il avait le choix, quoi? Des fois, quand je vois des thèmes, je dis, mais est-ce qu'il pouvait y échapper? Et tu as des personnalités qui ont des choses similaires et qui, en tout cas à ma connaissance, n'ont pas défrayé la chronique. Tu vois, des aspects de tueurs, et d'ailleurs, c'est des mots qu'on peut leur assigner. Tu vas avoir des Coluches, quoi. Tu vas avoir des Proges, tu vas avoir un Baffy. Effectivement, Baffy, c'était un tueur, verbalement. Mais bon, à ma connaissance, c'est pas passé à l'acte, quoi. Sniper. C'est ça, tu vois, que je veux exprimer, c'est qu'à un moment donné, ça reste une question intéressante sur laquelle je ne vais pas avoir une réponse péremptoire et décisive. Hein. Est-ce que la personne, à un moment donné, a le choix? Ou est-ce qu'elle s'est programmée d'expérimenter ça? On peut se poser la question. Oui, parce qu'on a cette vision très dichotomique de suivre son âme, ça veut dire avoir des ailes qui poussent dans le dos. Là où, moi, sur certaines lectures d'âme, ça nous montre que pas tant que ça, pas toujours. Et qu'on on a besoin d'explorer le 360. On a besoin aussi d'explorer l'ombre pour pouvoir faire émerger la lumière. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Et ça serait intellectuellement entendable en tant qu'âme. Tiens, tu vas venir expérimenter ce que ça peut faire de faire telle ou telle chose. Après, spirituellement, non, ce serait pas entendable, puisqu'on est censé venir pour évoluer. Et là, bon, il faut avoir une certaine humilité, même si ça colle pas à nos convictions, nos croyances. C'est-à-dire que moi, je pense que les incarnations, c'est pour évoluer et qu'on va pas régresser. Mais ça peut ne pas être ça. Hein. Est-ce que tu peux nous donner une sorte de définition par rapport aux ascendants? Quel est le principal indicateur? Moi, je suis Sagittaire, par exemple, ascendant Lion. Lequel des deux vais-je aller voir? Tu vas tout voir, puisque le thème est un ensemble. C'est-à-dire que l'ascendant va parler d'une partie de toi qui va être ton image, ton physique, une partie spontanée de toi. C'est-à-dire que j'aime bien dire aux gens, l'ascendant, c'est ce que vous dégagez quand vous arrivez quelque part. C'est ta façon de rentrer en contact avec l'autre. C'est une partie de ta personnalité que tu ne calcules pas, aussi bien physiquement que dans la façon d'aborder l'autre. Alors que le soleil,
c'est le signe de ton soleil, c'est le véhicule principal qu'a choisi ton âme pour venir vivre cette expérience, pour se expérimenter l'incarnation et développer sa personnalité, un idéal du moi, ce que je tends à devenir. Et la Lune, par exemple, parce que la Lune est aussi un facteur très important, c'est comment je vis ma vie perso au quotidien, comment je suis quand je suis chez moi, avec les miens. C'est l'enfant intérieur, donc avec les besoins de sécurité, les besoins d'affection. La Lune, c'est ce que vous êtes. Le signe de la Lune va montrer comment vous êtes. Quand vous êtes chez vous, vous avez fermé la porte de l'extérieur et que vous n'avez plus d'image à montrer ou de rôle à jouer. Et après, tu vas voir les autres planètes. Le signe de ta Vénus, qui est le verbe aimer, va montrer comment tu es dans une relation affective, comment tu aimes, comment tu as envie d'être aimé. Ton Mars, qui est le verbe faire, le signe où se trouve ton Mars, qui va être complètement aléatoire selon ta date de naissance, va montrer comment tu agis, comment tu t'affirmes et de quoi tu as besoin dans une activité. Et tu vois, tu as 10 planètes, voire 11, tu as les 12 signes, et tout ça tombe de façon aléatoire. Donc chaque thème va être unique. Toi, tu vas avoir ton Mars en Verseau, lui, voilà, ton voisin va avoir son Mars en Bélier, et c'est pas du tout la même façon de travailler, même si vous êtes du même signe. Oui, je rebondis, tu disais chaque thème est unique. Pareil, question qu'on doit te poser souvent. Et quid des jumeaux ou des triplés? Alors ça, alors j'ai été confronté plusieurs fois, c'est assez troublant. Ouais. Parce que c'est comme s'ils se partageaient le thème. Ok. C'est-à-dire que j'ai pu analyser le thème d'une personne. Alors, des fois, ils ne me le disent pas, ou des fois, je l'ai appris. Et je vais lui dire, voilà, je vais partir sur des pistes. Je me souviens d'une dame où je pouvais voir, alors je l'ai formulé autrement, hein, je fais attention à ce que je dis, et comme je vous l'ai dit, mes mots ont une influence, mais la dame, elle avait un certain âge, donc je voyais un peu de l'abus, hein, comment dire, pas de l'inceste, mais oui, quelque chose de ce genre, l'abus sexuel dans l'enfance. Et de la maltraitance aussi conjugale. C'est très précis. Enfin, en tout cas, c'était mon interprétation. Et elle me dit, la dame, elle me dit, non, j'ai jamais vécu ça. Par contre, ma sœur jumelle, a connu l'abus sexuel et puis son mari la tape. Ok. Et une autre fois, c'est une amie, pareil, qui a une sœur jumelle et qui vit un deuil, quoi. Et son mari décède. Et je lui ai demandé, ta sœur, qu'est-ce qu'elle vit? Rien. Je fais même pas une crise sur un autre secteur. Non, rien. En fait, c'est comme si, tu vois, ils se partageaient le thème. Donc, moi, ma compréhension, c'est que ce sont deux âmes différentes venues choisir un instant, donc un thème, mais ils vont peut-être prendre différents éléments de ce thème. C'est assez complexe, hein. Et j'aime pas, j'accepte, hein, les consultations des gens qui ont des jumeaux, mais c'est qu'à chaque fois, je me dis, je parle de vous, je parle de votre Ça frère. brouille les pistes. Ouais. Ah ben non, ça, c'est plus ma sœur. Ah oui, ma sœur, elle est dans le médical. Moi, je le suis pas. Ah bon, ok. C'est troublant. Donc voilà, la seule réponse que j'ai, c'est que ce sont deux âmes avec des vécus et des passifs, comme tu disais tout à l'heure, différents. Justement, tu viens simplifier un peu ça, parce que là, moi, perso, je suis perdu. C'est-à-dire que, mis à part aller consulter un professionnel comme toi, qui va pouvoir m'établir un thème astral rempli, complet, exhaustif, avec tous les paramètres et tous les facteurs que tu as énoncés en amont, je ne me vois pas faire la chose tout seul. Le livre que tu as publié, justement, est-ce qu'il vient pas simplifier ça? Est-ce qu'il vient pas nous permettre, nous rendre autodidactes, quelque part? Alors, c'était assez complexe parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je voulais pas faire un manuel technique qui aurait, d'ailleurs, si j'avais voulu mettre toute la technique, il aurait été le double. Je voulais le rendre plus simple et que, en lisant, on puisse apprendre l'astrologie, mais aussi tout de suite aller voir avec son thème pour justement développer une compréhension de soi, un travail sur soi. J'y ai mis mes cours, hein. Donc, ma pédagogie, et grâce à mes élèves, j'ai appris et même à mes consultations, j'ai appris à synthétiser. Donc, à être simple. Donc, j'ai essayé d'être simple. Mais ça fera pas de vous un virtuose de l'astrologie, mais ça vous permettra justement d'aller chercher, comme j'ai dit, tiens, ma lune est dans tel signe. Ah ouais, j'ai besoin de ça dans mon quotidien. Ah oui, mon Mars, le verbe faire, il est dans tel endroit. Et les gens qui ont le retour que j'ai, effectivement, parce que je conseille de lire mon thème lire mon livre avec le thème à côté, ils ont pu, comprendre des choses. Ça vous fera pas de vous un virtuose de l'astrologie, hein, parce que ça met du temps, l'astrologie, hein. Mes élèves, ils s'en rendent compte, hein, ils se rendent compte que c'est du travail. C'est un langage, hein. Oui. Et on peut pas le synthétiser, l'expérience, mon expérience et la synthèse dans un livre. Tu vois, c'est comme un livre sur le tirage de cartes. Tu vas avoir toutes les définitions des cartes, mais la lecture, quand tu auras les cartes devant toi et posées,
bah, c'est plus que toi et devant les cartes, quoi. Eh oui, c'est l'écart entre la théorie et la pratique, comme d'habitude. Bon, on peut quand même avoir des grilles, des faisceaux d'indices, des grilles de lecture, et puis une sorte d'ancrage, de point de démarrage. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. oui, j'ai simplifié pour que ça soit accessible. Bon, bah c'est super. On renvoie les gens vers cet ouvrage qui est sorti récemment, je crois, le manuel d'astrologie karmique. Donc aux éditions, quelle maison d'édition? Alors, c'est les éditions Exergue. Exergue, d'accord. Et c'est paru récemment. Il est sorti, je crois, le 30 mars. J'avais pas prévu de faire cet ouvrage et c'est à un moment donné, on me l'a demandé et comme j'ai beaucoup potassé l'astrologie pour l'enseigner, donc après j'ai synthétisé tout ça et je l'ai développé. Et j'ai pris plaisir en fait. J'ai pris plaisir, mais c'était pas l'objectif au début. Donc, et vous allez pouvoir, je donne des clés, des exemples aussi pour justement interpréter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, on va regarder notre thème, c'est aussi expliquer la logique. Il y a des exemples justement. Tout à l'heure, on parlait de Nostradamus, où je disais que c'était pas forcément un thème exceptionnel, mais j'ai le thème de Sainte Thérèse, par exemple. D'accord. Je voulais te demander et revenir un petit peu dans le passé, parce qu'on n'a pas eu trop le temps d'évoquer tous ces points-là aussi. Quel a été l'historique, selon toi? Et je sais que tu as abordé la question de loin, mais est-ce que tu peux nous donner une sorte d'esquisse par rapport au passé de l'astrologie? Effectivement, j'ai ressenti le besoin à un moment donné de comprendre un peu mieux d'où vient cet outil que j'utilise là, que j'aime bien et qui fonctionne bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'astrologie est en devenir. C'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel en disant voilà, tenez, je vous donne un package et avec ça, vous allez pouvoir lire l'avenir et voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a la somme d'intelligence humaine sur des millénaires d'observation, de constatation. Tout ça, l'astrologue, il va regarder, tiens, c'est marrant, à chaque fois que la planète elle se trouve à cet endroit là, il se passe ça. Bon, je le note et je le passe aux générations d'après. Et donc, ça a peut-être 4000 ans, 5000 ans. Et ça a commencé, en fait, visiblement en Mésopotamie. Donc, la Mésopotamie, alors j'ai pris des notes et tout, c'est à partir moins 300 000 avant Jésus-Christ. Parce que les hommes, ils ont très vite constaté que, tiens, il y a des similitudes, des répétitions dans le ciel avec ce qu'on vit. Mais à l'époque, c'était des divinités pour eux, parce qu'ils projetaient un peu, voilà, le monde était fait de... C'était magique, hein. Et ils se sont dit, tiens, les planètes sont les messagères des dieux. Ils nous envoient des messages. Donc, l'astrologie a commencé comme ça. Tiens, les dieux veulent que nous fassions ça. Tiens, les dieux prévoient qu'il va se passer ça. Oh, il y a une éclipse dans le ciel. L'éclipse, tu sais, ça va être la lune qui va cacher le soleil, par exemple. Le soleil, c'est le roi, c'est le seigneur. Ou il va y avoir la mort du roi. Tu vois, c'était un discours comme ça. Donc ça a duré un bon moment jusqu'à ce que c'est les Sumériens, c'est Babylone et tout, donc avec un savoir d'observation magique orienté par la spiritualité de l'époque. Et ensuite c'est quand les Grecs se sont un peu étendus, ils ont été avec leur conquête, ils ont absorbé les connaissances, pas que des Sumériens ou des Babyloniens, il y avait aussi les Indiens, les Égyptiens. Et ils en ont fait une synthèse, mais quelque chose qui était un peu plus rationnel, un peu moins tourné vers les divinités, un peu plus en lien avec les connaissances de l'époque, platonicienne, le monde des idées, etc. À l'époque, chaque planète était liée à une divinité, donc on avait, par exemple, Poséidon qui était lié à Neptune, si je ne m'abuse. Oui. Alors, en fait, c'est le même, sauf que c'est dans la mythologie, le panthéon romain, c'est Neptune, et dans le panthéon Grec. Grec, c'est Neptune, et romain, c'est Poséidon. Non, c'est l'inverse. Poséidon chez les Grecs. Parce que nous, en fait, on utilise le panthéon romain. Oui. Là, les Grecs, ils ont aussi remplacé aussi le panthéon sumérien. Oui, c'est un éternel recommencement et de nouvelles. Ouais. Sauf que j'étais moins dans le côté magique, parce qu'il y avait Aristote, il y avait Platon, et puis tous les Grecs. Donc, on était dans une pensée là qui était plus philosophique que magique. Donc, tout ça, avec la réflexion, etc., grecque, ils ont organisé, ils ont mis forme à tout ça. Et c'est vrai que l'astrologie, aujourd'hui, est héritière de cette organisation des Grecs qui ont, je crois qu'ils ont été les premiers à calculer l'ascendant, les maisons, etc. Ils ont mis un apport technique. Ils se sont étendus. Ça s'est étendu jusqu'en Égypte et en Alexandrie. Et là, il y a un monsieur, j'ai préparé un peu la chose, qui a synthétisé tout le savoir antique, qui s'appelait Claude Ptolémée. Donc, j'ai un de ses livres, alors voilà, c'est les Centriloques, qui sont des sentences d'un de ses livres. Alors, son livre, c'est les quadripartites.
qui est le résumé des enseignements astrologiques de l'Antiquité. Il a fait d'autres, hein, il a fait d'autres livres sur justement aussi un résumé de la connaissance astronomique. Donc c'est une personnalité qui marque, hein, on l'appelait le prince des astrologues, et qui a vraiment mis en forme le savoir astrologique de l'Antiquité. Donc ça a été important, cette époque-là, Alexandrie, donc il y a eu un foisonnement de l'astrologie, sauf qu'à un moment donné, on a eu l'Empire romain qui est arrivé. Qui dit ils étaient moins férus d'astrologie, hein. C'était plus un empire politique et ils voulaient pas trop voilà, les panthéons, c'était un peu panthéon mythologique, ok, mais c'était pas comme les Grecs, quelque chose de plus ou les Mésopotamiens de plus ancré dans leur réalité. On pouvait supporter parce que l'astrologie était toujours à cette époque assimilée aux dieux, hein. Donc ça a été toléré, mais ça n'a pas été, il n'y a pas eu une grosse expansion, hein, de la chose. C'était considéré comme quelque chose d'étranger, ça vient des Grecs, tant que ça met pas de bazar politiquement, ça va, on va tolérer, quoi. Et comme ils ont conquis beaucoup de pays, il y a aussi l'astrologie égyptienne, syrienne, issue du Moyen-Orient, tout ça, qui a fait que ça s'est, les pays conquis, hein, vont envoyer un peu leurs connaissances, ce qui fait que ça influence. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, l'Empire romain est devenu chrétien avec Constantin. Alors, j'ai la date, c'est 312 après Jésus-Christ, tu vois. Et là, les chrétiens, ils n'avaient pas envie de partager un peu avec le panthéon astrologique, des divinités astrologiques. Donc l'astrologie est obligée de, voilà, c'est devenu quelque chose à interdire. Donc l'astrologie a commencé là à être mis, être mis au À rude épreuve. voilà. Ouais, et puis interdite, et puis voilà, c'est tout ça, c'est des foutaises, et on n'en veut plus. Est-ce qu'on a eu Donc, l'Inquisition quelque part face à ça? alors ça, c'est beaucoup plus tard. Beaucoup C'est plus tard, oui. au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge Ouais. a fait beaucoup de mal. Enfin, beaucoup de mal, c'est que voilà, c'était interdit, tu pouvais te faire, arrêter ou brûler. Et donc l'astrologie aurait pu s'éteindre à cause de ça, puisque ça correspondait plus, comme je vous disais, à la culture ou aux croyances de l'époque, en tout cas en Occident. Et heureusement, le monde arabo-musulman en s'étendant lui aussi, a récupéré le savoir d'Alexandrie, hein, de Claude Ptolémée, en disant, tiens, c'est intéressant tout ça, et puis d'autres, indiens, et puis tous les pays qu'ils avaient pu, égyptiens, etc., ils ont récupéré le savoir, la connaissance de tous ces pays-là, et ils l'ont, parce que c'était les Arabes de l'époque, en s'étendant, étaient très férus de mathématiques, hein, de géométrie, etc. Et ils ont peaufiné, alors ils ont préservé le savoir astrologique et ils l'ont développé, ils l'ont affiné, ils l'ont perfectionné. Et donc c'est resté très longtemps là-bas à se développer, ou en tout cas à se pérenniser dans le monde arabe, donc du Moyen-Orient jusqu'en Espagne. Et c'est par l'Espagne, longtemps après, qu'elle est revenue en Occident. Quand en Italie, il y a eu la Renaissance et qu'on commençait à s'intéresser, à revenir à l'époque des Grecs, s'intéresser à la philosophie grecque, donc au savoir grec général de l'époque, donc notamment l'astrologie, et c'est remonté grâce au peuple arabe de cette époque-là. Léonard de Vinci, tu en parlais, Tom. Oui. Et oui, tout à fait, exactement. Et donc à l'époque, parce qu'au Moyen-Âge, donc tout ça a été mis sous le tapis, et donc la Renaissance a relancé ça. Et ça a fleuri, jusqu'à ce que on est à chaque fois, chaque culture va changer. On a eu le siècle plus tard, le siècle des Lumières. Et là, le siècle des Lumières, c'était par accord avec une certaine, comment dire, le côté magique de l'astrologie, ou le côté superstitieux. Descartes. Donc, c'est pas rationnel. Descartes, exactement. L'évolution de la science. Le matérialisme, donc l'astrologie, tout ça, c'était des foutaises pour l'époque, évidemment. Bon, ça a pu survivre, hein, il n'y a pas eu l'Inquisition, voilà. Mais le siècle de Lumière, Descartes a fait beaucoup de mal. Mais heureusement, après, tu as eu, en tout cas, là je parle en Occident, comme je te disais, les sciences humaines, la psychologie. Et là, ça a donné un regain un peu à l'astrologie, c'est-à-dire que voilà, on parle le même langage. Parce que pour moi, l'astrologie, c'est de la psychologie avant l'heure, quoi. Donc, les astrologues ont adapté, ils l'ont toujours fait, hein, de toute façon, les connaissances et les croyances de leur époque pour l'intégrer à l'astrologie, et on le fait encore aujourd'hui. Et donc, l'astrologie s'est faite beaucoup plus humaine, en tout cas, plus psychologique. Et là, on a commencé vraiment à s'intéresser à l'individu, et à qui je suis, et comment travailler sur moi, etc. Et c'est là où on a parlé tout à l'heure qu'il y a eu la rupture aussi avec l'astronomie.
Non, Oui. on parlait plus de la même chose. Donc là, j'ai vraiment synthétisé parce que je suis pas spécialiste, mais c'est tout ça, hein, l'astrologie. C'est à un moment donné, je suis étouffé parce que les chrétiens ou les chrétiens, les romains veulent pas me voir. Bah, c'est un peu comme souvent les connaissances, hein, c'est-à-dire que ça va à un moment donné, comment dire, être étouffé, mais il y a toujours des personnes qui vont l'étudier. L'astrologie au Moyen Âge, tu trouvais même pas les livres de Claude Ptolémée hein, dans les bibliothèques, c'est plus possible, quoi. Tu pouvais pas y avoir accès. Les astrologues du Moyen Âge n'avaient pas accès à la connaissance des Grecs et de l'époque d'Alexandrie. Les Arabes l'avaient. Et grâce à eux, ça nous est revenu. Et pourquoi ça dérangeait? Donc c'est forcément parce que ça dérangeait les pouvoirs en place, Bien sûr, à pouvoir chaque période de religieux. l'histoire. Mais alors pourquoi ça dérangeait autant, selon toi? Parce que pour les chrétiens, c'est Dieu qui influençait nos destinées. Hein et sûrement pas des planètes. Mon Dieu, sacrilège, quoi. Des blasphèmes? Oui, c'est Blasphème. la chasse aux Ouais, sorcières. blasphème. C'est comment dire Saint Thomas d'Aquin qui disait à un moment donné, il a essayé de couper la poire en deux en disant les planètes, elles influencent tout ce qui est côté matériel, donc le corps, et Dieu influence le reste, hein, l'esprit. Bon, il a essayé de voilà, mais bon, je me souviens, mon beau-frère qui m'a offert un livre, c'était l'astrologie au regard des pères de l'Église. Je l'ai pas lu. Il faudrait que je le fasse au niveau historique, ça peut être intéressant parce que voilà, on est dans une conscience d'une époque avec des croyances qui vont influencer le regard qu'on a sur l'astrologie. Comme aujourd'hui encore, hein, ça se trouve ce que je vous ai dit tout à l'heure et ma croyance d'aujourd'hui, dans 100 ans, on va se marrer quoi. Par rapport à ton thème astral, est-ce que tu as été influencé par rapport à celui-ci? Est-ce que ça t'a fait dévier d'un côté plutôt que de l'autre à certains moments? C'est là où je te disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé, quand j'avais pas la connaissance ou le recul nécessaire, qu'on me dise, ouais Jacques, voilà, va vers l'astro, c'est ça, c'est clair, et enseigne quoi. Et propage, diffuse. J'aurais peut-être gagné du temps, mais je regrette pas hein, tout mon parcours dans le médico-social. Je regarde pas au quotidien régulièrement mes planètes, mais je vois comment les choses s'orientent. Hein. De toute façon, tout ça, oui, forcément, j'ai les planètes en tête. Mais j'essaie de ne pas, en tout cas au quotidien, c'est-à-dire quand je me lève le matin, je regarde pas mon ciel, parce que sinon tu fais plus rien. C'est-à-dire que ça voudrait dire que, tiens, excusez-moi, je n'accepte pas la consultation parce que en ce moment, Vénus est en mauvais aspect à mon soleil et je vais passer une mauvaise journée. Non, je peux pas. Tu te Mais lèves c'est pas. très important à dire, c'est quand même toi, tu es un professionnel, donc tu es astrologue, et tu dis ne pas regarder justement ta conjoncture le matin au réveil. Ah non. Sinon, tu imagines, parce que je le faisais au début quand j'étais astrologue, je notais même chaque jour. Hein. Alors, a posteriori, pour apprendre, je conseille ça aux gens qui apprennent l'astrologie, c'est que prévisionnel, vous regardez votre ciel et le soir, vous faites un constat. Tiens, il m'est arrivé ci, ah ouais, ça a bien fonctionné. Par contre, je vais l'utiliser quand j'ai des rendez-vous ou des choses importantes, tu vois. Tiens, si j'ai un événement important à mettre en place, je vais regarder mon ciel, évidemment, en disant, je vais pas choisir le mauvais jour. Mais au jour le jour, je vais pas regarder parce que tous les jours, il y a des planètes, tous les jours, il y a des influences. Ça se trouve, demain, j'ai un mauvais aspect, ou hier, j'ai eu un mauvais aspect, effectivement, tiens, j'étais peut-être à un moment donné pendant 2 heures de mauvaise humeur où je me suis foulé la cheville, mais c'est pas important pour moi de savoir que le lendemain, je vais me fouler la cheville systématiquement, tu vois, tous les jours à regarder, tiens, aujourd'hui, il va se passer ça. Donc, sinon, tu vis plus. Et ça, j'ai appris à me protéger. Au début, j'étais là-dedans. Mais tu te fais des flips tous les jours. Et en fait, tu te rends compte que tu vas fantasmer, tu vas te faire des scénarios, et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Peut-être ça te met en posture d'attente finalement. Tu attends que ça se réalise alors que tu. Bah, donc tu l'attires à toi. Oui, déjà. Aussi. Oui. Alors, ça pourrait t'assurer d'être vigilant, c'est-à-dire que, par exemple, Mars, et je le dis à mes élèves, Mars, qui est une planète qui est assez virulente et puis qui peut causer conflit ou accident, ouais, si vous savez que Mars arrive, faites gaffe sur la route, ou tu vas être attentiste, justement, à ne pas t'énerver parce que l'autre va te dire une méchanceté. Donc là, ça va être utile de le savoir. Là où tu le sais pas, tu vas être surpris et là, tu vas rentrer dans l'art de la personne. Là, tu dis, ah ok, là-haut, j'ai compris, c'est ça. Donc je vais gérer. Ça peut aider comme ça, tu vois. Mais bon, moi, j'ai pas plaisir à savoir que ma journée va être sympa ou pas à l'avance. Ça peut déresponsabiliser un petit peu aussi. Si on prend le cas de Mars, attention, j'ai Mars qui attaque, du coup, ça me donne la possibilité, ouais, carte blanche d'être exécrable ou d'être. C'est une bonne excuse. Oui, ça, c'est libre à toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche pour moi. C'est-à-dire que c'est que je suis. De toute façon, tu y échappes pas. Si la planète arrive, tu y échappes pas. Donc le fait de le savoir peut te permettre d'anticiper les choses, mais sûrement pas de dire ah bah tiens c'est aujourd'hui que je dois aller trucider mon voisin parce que voilà. Oui, tu vois ce que je dis aux gens par exemple, on sait que dans une semaine, pendant 3 jours, tu vas avoir un aspect de labeur où tu vas être obligé de faire des choses, où tu vas pas aimer faire des choses. Soit tu attends que ça se présente,
Donc, dans ton métier, d'un coup, ton chef va te dire, tiens, tu vas faire ça et tu n'as pas envie. Soit tu te dis, tiens, ça fait, l'exemple que je donne souvent, c'est ça fait des semaines que je repousse de refaire mon papier peint dans mon salon. Et ben, je vais décider que ça sera ces 3 jours parce que quitte à en baver, à passer un mauvais moment, bah, c'est moi qui décide. Tu vois voilà, c'est ça l'idée. Mais en plus, Un homme averti en vaut deux. ouais, déjà d'une part, mais en plus, on peut avoir deux personnes qui ont les mêmes dates de naissance, avec le même portail d'incarnation, à l'heure exacte, à la seconde exacte. Ça arrive, hein, forcément. Oui. On est plusieurs à naître au même moment sur Terre chaque jour. Ces deux personnes, par exemple, on leur prédit une conjoncture journalière, quotidienne. Au jour d'aujourd'hui, tu vas être dans l'illusion. Neptune. Voilà. Bon. Ok. Mais on peut avoir une des deux personnes qui va vivre sa journée de façon extra-lucide, et l'autre qui va peut-être Ah, là t'es dans le doute, éventuellement. Et Ils vont l'autre pas qui le- te suit. Alors, là où je te suis, c'est qu'ils vont pas le vivre pareil, parce que pas même job, pas même quotidien, et que voilà. Mais il y aura les mêmes épreuves qui se confronteront à eux, tu penses? Voilà. Alors, Neptune a une influence sur 1 an et demi. On va prendre l'exemple de Mars, qui a une influence sur une journée. Oui. Si Mars arrive et qu'ils vont être dans une dynamique d'énervement, de colère ou de conflit, ils vont le vivre. Chacun séparément, mais à leur façon. Ouais. Ça, oui. Puis ils sont pas forcément nés au même endroit. Alors oui, de toute façon, mais c'est comme les jumeaux. Mm. Hein, c'est le jumeau astrologique, c'est-à-dire la personne née au même endroit que toi. Moi, j'ai rencontré mon jumeau astrologique qui était né 1 heure après moi. Enfin, c'était marrant, hein. C'était assez intéressant parce que on se ressemblait pas forcément, pas du tout les mêmes aspirations, et c'était un peu, je sais pas, attirance, répulsion. C'était bizarre comme relation, mais on n'avait pas les mêmes caractères. Hein. Parce que la localité aussi entre en compte. Vous m'avez Ah oui, perdu, là. oui. Eh oui, C'est un point. C'est le point où tu es quand tu point nais. GPS de ta naissance qui... Le GPS, c'est tout l'intégralité. Voilà. Latitude, longitude, et c'est les Grecs qui ont apporté ça, hein, notamment, je crois. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'instant où tu vois le jour, à l'endroit sur Terre, puisque c'est géocentrique l'astrologie, hein, c'est les astres qui tournent autour de la Terre, et le Soleil tourne autour de la Terre. Donc c'est un point du globe à un instant donné et un jour donné. D'accord. Est-ce que tu as vu le film Stardust? Non, je crois pas. Ce film fait référence à la poussière d'étoiles. Beaucoup en parlent. On serait, selon de nombreuses personnes, notamment au sein des mouvements spirituels, de la poussière d'étoiles. Ce serait en quelque sorte nos parents célestes, nos aïeux, nos ancêtres. Et c'est pour ça souvent qu'on dit se rejoindre là-haut, qu'on parle de là-haut, des cieux, et qu'on désigne les étoiles, souvent, ou les constellations, comme notre terre d'origine. Est-ce que ça vibre en toi? Est-ce que ça te parle? Ah oui. Oui, ça vibre en moi. Alors, je ne sais pas si je comprends bien de quoi il s'agit, puisqu'on sait que voilà, on est composé de la même chose que ce qui compose l'univers. Je ne sais pas si c'est ça où il s'agit, ou est-ce que c'est l'idée que nous venons d'une race extraterrestre, que j'aime bien aussi, fameux maillon manquant là. Oui, moi j'adhère à ça, mais ça c'est pas en tant qu'astrologue, hein, parce que l'astrologie me permet pas de répondre à ça. Pour le moment en tout cas. Peut-être que plus tard. Peut-être qu'avec l'astrologie, on pourra avoir une vue plus globale, plus universelle et plus sidérale. Tu vois, je m'intéresse de plus en plus à est-ce que est-ce que je peux lire la mission, on va dire, de vie, mais après la mort, de l'âme. Et oui, j'allais aussi te poser cette question. Est-ce qu'on peut... C'est ça. Alors, bon, la question première, basique, est-ce qu'on peut déceler la date de départ dans un thème? Puis la question un petit peu plus poussée, est-ce que tu as réalisé déjà des thèmes, non pas de porte d'entrée, mais de porte de sortie? Et puis si Oui. tu mets en lien la porte d'entrée, la porte de sortie, la date de naissance, la date de mort de la personne, ça doit être intéressant aussi. Ce que je suis en train j'ai pas trop le temps, je travaille vraiment beaucoup, mais c'est mon objectif là. C'est-à-dire que j'ai eu le plaisir de rencontrer un couple d'amis dont la fille, Annabelle, est décédée vers 16 ans, je crois 15 ans. Donc ils ont la date du départ. Ils ont même l'heure. Quand j'ai fait alors déjà, en faisant son thème, on voit qu'il y avait cette idée de décès, de départ. Et quand j'ai fait le thème du départ, de la mort, j'y lis ce qu'elle fait. C'est-à-dire que ses parents communiquent avec elle et qu'elle les a poussés à écrire. Elle est très active de l'autre côté pour qu'il communique justement aux parents défunts, notamment, que ça ne s'arrête pas. Et dans le thème du départ, de l'envolée, de son décès, on y voit exactement cet objectif. Donc, ça veut dire que je peux voir ce que la personne va travailler de l'autre côté,
entre deux incarnations, parce qu'on continue de travailler, et ce qu'elle va, comment elle va expérimenter et comment on peut l'aider aussi peut-être. Donc ça date de départ du plan terrestre et finalement la porte d'entrée sur la suite. Voilà, Super intéressant. c'est exactement ça. Et je pense que là, il y a un truc. Je l'ai fait avec Sainte-Thérèse, c'était aussi pertinent. Je vais essayer de développer ça. Mais c'est, tu vois, donc il y a plein de choses. Comme j'aimerais aussi pouvoir lire dans le thème, il y a des gens qui vont me dire, moi, je viens pas d'ici, hein, je suis un galactique ou je viens de telle autre planète. Et à un moment donné, la personne, elle m'a dit ça. Donc ça, c'est sa subjectivité, c'est sa croyance. C'était bizarre, mais dans le thème, j'aurais pu aller sur cette piste-là. Et là, je me suis dit, ah, tiens, peut-être qu'on touche on trouve, voilà. Donc, bon, bah, il y a du travail encore. On compte sur toi. Hein. D'où le terme astrologie karmique. Tu t'écartes de l'astrologie conventionnelle, quelque part. Bon, elle date pas d'aujourd'hui, l'astrologie karmique, parce que c'est l'idée de... Alors, on n'est pas dans le karma, tu sais, comme on l'entend aujourd'hui, tiens, tu viens venir payer, tu vas venir en baver, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... le principe de je viens vivre une parenthèse, et j'en aurai d'autres, et j'en ai eu d'autres, et le thème me permet de lire le contenu de cette parenthèse. Enfin, pour moi, c'est tellement évident maintenant. Et pour te répondre, Tamara, c'est que non, il est difficile pour moi de voir l'arrêt. J'ai effectivement eu l'occasion, voilà, déjà un ami qui est décédé, qui était un médium assez connu. Et ben non, c'était pas lisible. Ce qui va être lisible, à la limite, tu peux lire. Enfin, on voit pas là. Alors peut-être qu'il nous manque des planètes ou que je regarde pas avec la bonne technique. Mais ce qui est censé me dire, ouais, tu vas avoir changé de boulot, tu vas rencontrer l'amour, tu vas déménager, pourquoi ça ne dirait pas, tu vas mourir? Ben non, ça ne me le dit pas. Des fois, les gens qui décèdent, les études de cas que je vais faire avec des personnalités, on a un ciel positif. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est de quoi on parle quand on parle de mort. Est-ce qu'on parle justement, au contraire, d'une naissance? Est-ce qu'on parle d'un événement positif? Donc, il n'y a aucune raison que le ciel soit négatif. Le ciel va être négatif si la personne va passer 6 mois à souffrir sur un lit. Je vais voir la souffrance en me disant, tiens, ou un certain âge. Dire quelqu'un qui va avoir un aspect difficile à 20 ans, il n'y a pas de raison que je lui dise, voilà, il va mourir. Mais quelqu'un qui a 80 ans, je ne sais pas si elle va pouvoir. C'est comme ça que j'ai prévu le décès de ma grand-mère. Je me suis dit, à 82 ans, elle ne va pas le supporter, cet aspect-là. Elle l'a pas passé. Mais les planètes, elles continuent de tourner, elles ne vont pas s'arrêter. Donc, il n'y a rien qui me dise que ça s'arrête pour toi. Et d'ailleurs, le thème d'une personne décédée, le thème de naissance d'une personne qui est décédée, même 20, 30 ans, 40 ans après sa mort, il va être réactivé. Il peut être réactivé. Donc, c'est assez étonnant. Ça serait fou de pouvoir suivre, du coup, une réincarnation de cette même personne, voir si c'est la continuité du thème précédent. Alors ça, c'est pas ça que je vois. Je vois que le thème, son incarnation, son enveloppe là, continue d'être activée même après que l'âme ait quitté le corps. Redis-moi ça. Ouais. Imaginons, ça va être simple, je vais donner un exemple. Tu as une personnalité célèbre, tout d'un coup, imagine Joséphine Baker qui est rentrée au Panthéon. Et ben, si tu fais le thème de Joséphine Baker qui est morte il y a un bon moment, et ben, j'imagine, je l'ai pas fait parce que je l'ai fait avec d'autres personnalités et ça s'est avéré juste. Et ben, tu vas voir que sa maison de la carrière va être activée. J'ai découvert ça quand à l'époque, en 95, 96, je sais plus. Tu sais qu'on avait déterré Yves Montand pour faire des tests ADN. Et ben, le thème d'Yves Montand était activé. Il était mort depuis un bon moment déjà. Au niveau des enfants, au niveau des finances et au niveau du juridique. Ah oui. Donc, s'il avait été vivant, je lui aurais dit, là, il y a une problématique. Il y a la question du juridique, la question de la loi, la question des enfants et la question des finances est mise en avant. C'est quoi ce que tu appelles activé ou du coup désactivé? Ça existe, ça? Activé par l'influence des planètes. C'est-à-dire que les planètes de l'époque sont venues bouger son thème. Donc, ce sont les événements, les prévisionnels en astrologie. C'est quand les planètes du jour, de l'époque, viennent toucher ton thème de naissance qui est figé. C'est ce qui crée les événements, voilà. C'est ce qui va me permettre de te dire, tiens, dans 2 jours ou dans 1 semaine, Uranus va venir toucher ta Vénus, planète des amours, il y a de fortes chances que tu rencontres quelqu'un. Et ben là, lui, c'est son secteur financier, légal et le lien aux enfants qui était activé. Ouais, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Ça continue à bouger. L'incarnation continue à être activée. Ça peut être, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être très vertigineux. Hein. Ça donne le vertige. Et moi-même, j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas tout compris. Je suis un praticien au quotidien avec mes consultants, donc quelque chose qui est limité à leur vie, à notre existence.
Mais il y a plein de choses que je peux encore découvrir et qu'on peut encore découvrir. Hein. Je veux surtout pas me positionner en sachant. Moi, je suis un étudiant. J'essaie de partager ce que j'apprends au jour. Voilà, mais je suis encore un éternel étudiant. Et on te remercie beaucoup, Jacques Birolini. Les astres nous guident. Regarde, une émission qu'on espère intemporelle encore une fois. Un grand merci d'avoir été présent parmi nous et d'avoir été à ton humble mesure impliqué dans toutes les questions qu'on a pu te poser. On a divergé un peu des apparitions que tu as pu avoir récemment. Merci Tam d'avoir été présente également. Merci. JacquesBirolini.com si on veut pouvoir te rejoindre directement et te consulter. On la mettra en barre de description et je vous rappelle le livre, le manuel d'astrologie karmique aux éditions Exergue, disponible depuis 1 mois, donc dans les librairies, sous la Fnac, je crois. Enfin bon, on mettra les liens aussi également en description, un peu partout. Merci encore. Merci à vous, hein. Merci à toi, merci Tamara, merci pour vos questions. Parce que moi, j'adore. Hein. Du coup, ça m'oblige à élaborer, à chercher et à développer d'autres sujets. Et vraiment, j'ai vraiment pris plaisir. Et pareil, pour vous aussi, bonne continuation. C'est génial. Merci Jacques. Merci Jacques. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, tous les vendredis soirs. Maintenant on essaiera de poster nos émissions en différé bien entendu avec des invités de qualité encore et toujours. Pour ceux qui veulent un spoil, puisqu'on n'annonce pas les invités à l'avance, allez sur amdcine.com, amdcine.com pour en savoir un peu plus par rapport à l'invité qui suivra. Et en vous souhaitant une agréable soirée, une agréable journée, tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Ciao, bye.